désolé du coup de troubler ce moment de quiétude, chers internautateurs et internautrices. Oui, et de grâce, merci beaucoup, c'est vrai. Parce que malgré tout, avant l'arc-en-ciel, il y a quand même la pluie. Et la pluie, et les larmes, et le sang, c'est un petit peu ce dont il est question, et malgré tout le sujet est réellement grave, puisque dans cet alinéa, il va être question de la campagne du Rhin, et cette fois-ci dans le vif du sujet, c'est-à-dire de janvier 1945 à mai 1945. C'est avec les auteurs de ce livre que vous avez actuellement à l'écran que nous allons en parler, Daniel et Cédric. Daniel, je vais commencer par toi. Salutations pour cette partie 2. Rebonjour. Le retour et le retour aussi de Cédric. Salut Cédric. Bienvenue à tous les deux, accompagnés que vous l'êtes par le maître de l'histoire, Monsieur Guillaume Bouilleux. Salut Guillaume. Le maître de l'histoire. Ouais, avec un grand M. Ouais. Quand tu feras du jeu de rôle historique Wargame, ça sera… J'ai cru que tu allais dire le maître du haut château et là, ça aurait pu m'inquiéter. Non, hommage à Philippe Cadic tout de même. Je ne le ferai pas. Daniel Fellman et Cédric Mas pour la campagne, celle dont il est question. Nous avons fait un premier alinéa où nous avons dressé, enfin nous, quand je dis nous, oulalalala, pas moi du tout, hein, mais où vous avez dressé la situation telle qu'elle est au moment où on pense avoir gagné, mais finalement pas tant que ça, de septembre 1944 à fin décembre, début janvier, avec l'opération Northwind, je me trompe pas, hein, voilà, impeccable. Et donc nous en arrivons maintenant au vif du sujet. Comment est-ce que ce début d'année 45 marque un vrai tournant dans ce qui va se passer ensuite? Par quoi va-t-on attaquer? Du nord au sud ou une opération particulière? Donc on vient de terminer, si je ne m'abuse, on a laissé derrière nous les petits problèmes qu'il y a eu dans le nord. Ça y est, on a libéré, on va pouvoir avoir des ressources, on va avoir un peu de matériel. On a laissé tomber plus ou moins la campagne des Ardennes avec ce sursaut allemand qui a bien failli nous surprendre, hein, on va le dire comme ça. Petite opération dans le sud de cette grande ligne qui nous sépare, cette grande ligne de front, où finalement on a quand même réagi malgré les petites dissensions dans le camp. Je vais y aller, mais en fait, je n'avais pas vraiment envie d'y aller. Bref, on en est là. Qu'est-ce qui se passe du coup à la suite de ce 3-4 janvier 1945? Alors, pardon. Avant de commencer, je pense que pour replacer dans l'histoire militaire générale cette campagne, il y a un point important à signaler, c'est que c'est un des rares cas où il va falloir combattre jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'un des deux camps va continuer à combattre alors que la défaite est avérée et consommée. Et donc c'est d'autant plus intéressant d'étudier cette campagne en objet parce que souvent les deux camps se mettent d'accord avant. Une fois qu'un camp a pris l'ascendant sur l'autre, on n'est pas obligé d'y aller. Alors que là, il va falloir vraiment aller jusqu'au bout, jusqu'à la réunion avec les Russes et c'est ce qu'on va voir maintenant. Et donc c'est assez rare dans l'histoire militaire de voir une telle obstination, pour des raisons que nous avons détaillées tout à l'heure notamment, une telle obstination dans les combats. Et donc la nécessité de continuer avec toutes les implications que cela va entraîner, à la fois dans le commandement, qui va avoir des biais, et chez les soldats qui ne veulent pas être les derniers, ou en tout cas la victime de la dernière balle. Donc il va falloir gérer tout ça, même managérialement. C'est un challenge pour les un peu dans les termes anglais, mais tout le monde comprend. C'est un vrai défi pour les alliés de pouvoir continuer à motiver tout le monde. À partir de mars-avril 1945, les discothèques réouvrent aux États-Unis. Et donc, oui, vous l'avez dans tous les films, ce décalage entre le front en Europe, où la météo est encore mauvaise, et puis la vie qui reprend aux États-Unis. D'accord. En me disant, donc, juste ce cadre-là, cette campagne est très spéciale, même dans l'histoire militaire, à la fois par son gigantisme, on y reviendra, mais aussi par cette spécificité qu'il va falloir y aller jusqu'au bout, jusqu'à l'Elbe. Jusqu'à la réunification avec les autres alliés qui, eux, du coup, continuent également. Alors, une manière justement de l'aborder, ce sera de voir les ordres de Eisenhower qui a demandé à préparer cette fameuse offensive en regardant comment les Anglais et Montgomery s'y sont pris pour la préparer avec le temps qui leur a été imparti et comment en fait les autres, donc les deux autres chefs de corps d'armée américains, eux, ont procédé. Mais il y a une chose pour bien placer le sujet et le débat, c'est on pourrait déjà peut-être donner un petit peu les effectifs. Les forces, à quoi avons-nous affaire? Parce que là, on se rend compte, on a une carte qui est très grande, qui vient donc… On en a alors là, voilà, sur cette carte, donc vous retrouvez à peu près la carte du jeu qui se trouve sur la table et cette carte, donc ça part des Pays-Bas jusqu'à la Suisse.
Donc c'est un Avec front les continu différentes et divisions. il y a quand même beaucoup de combattants. Ça fait à peu près 700 km de front, en Ouais. gros. Au départ, hein, ça va être encore plus grand une fois qu'on avance en Allemagne. Combien de troupes? On parle de plusieurs millions du côté allié. Alors pourquoi je reste sur un chiffre qui est un peu imprécis? Évasif. Parce que ça inclut tous les effectifs de support et de logistique D'accord. qui sont extrêmement lourds. Et donc l'effectif combattant lui-même, il est beaucoup plus modeste. Enfin, beaucoup plus modeste, on parle de 700 000 combattants 100 000 combattants. Mais- Côté allié. côté allié. D'accord. Avec donc toute la chaîne logistique, entre autres parce que les Américains délèguent le moins possible aux civils. Ouais. Ils veulent pas que Qu'on mette le nez. ils veulent pas que les Français, les civils français les aident là-dessus. C'est très curieux parce que c'est une des raisons pour lesquelles il manque d'effectifs combattants. Mhm. En face, les Allemands, alors là, l'aspect logistique, ils sont sur leur pays, donc c'est très compliqué à mesurer. Mais en gros, en termes de troupes, c'est de l'ordre de 450 000 hommes, à peu près au départ en janvier. C'est ce qui leur reste. Donc ça donne l'ordre de grandeur de ce qui s'affronte. Mhm. Supériorité alliée, mais pas supériorité massive. Mhm. C'est difficile d'attaquer quand on n'est pas en supériorité de toutes les façons. Et ces troupes, en particulier les troupes allemandes, se reconstituent. C'est-à-dire qu'ils vont Oui. prendre des pertes, mais ils vont remettre des bonhommes sans arrêt, ce qui fait que même en mars, au moment du franchissement du Rhin lui-même, il reste une armée qui est très nombreuse. Réel. Ça ne veut pas dire qu'elle a des armes, ça va être son problème, Ouais. mais il y a des hommes. On voit le type de soldat qui finit par être enrôlé dans Et dans une ceux-là ont partie. des uniformes, puisque certains n'en auront même plus. Enfin, hein. Il n'y a même plus d'uniforme. Ça, c'est une situation de C'est quoi, 18 ans? Au plus jeune, Au mais moins, plus jeune jeune que ça. 15-16 ans. 15 ans. là. Ça, c'est deux prisonniers pris en avril, autant que je me souvienne. Et c'est une photo parmi plein d'autres. Hein. C'est-à-dire, ça choque tellement les alliés que c'est des prisonniers qui sont rapidement pris en photo. Ça fait des photos assez connues. Ils sont tellement surpris de tomber contre des adolescents. C'est ce qui arrive vers le mois de fin mars, avril. Mhm. Alors, on le rappelle, c'est Cédric qui nous l'expliquait, que par rapport au conflit et à l'âge, c'est des jeunes qui répondent, même s'il y a une pression forte de politique sur l'enrôlement massif et il faut y aller, c'est des jeunes qui n'ont connu que Oui. l'endoctrinement et l'idéologie et donc du coup, peut-être ne Alors, se sont-ils pas autant posé de il questions. faut Ils n'ont aucun relativiser, autre hein. cadre, ils n'ont quasiment aucun cadre de référence. De référence, sauf après certains par leur famille. Ou, évidemment, hein, Il y a on toujours peut des avoir exceptions, être mais- un esprit libre même dans un pays totalitaire, mais c'est plus difficile, il faut une force de caractère plus importante. Après, il faut relativiser aussi dans le sens où, quand on regarde le ratio des effectifs de ces classes d'âge par rapport au ratio de perte, il y a eu localement des réflexes de préserver la jeunesse aussi de la part de l'encadrement. D'accord. Donc il ne faut pas non plus... Il y a beaucoup d'images, de clichés sur cette fin de guerre qui tombent quand on gratte un peu. D'accord. On en a déjà vu Oui, tout à l'heure. tout à fait, dans la première émission. Et il y en aura pas mal d'autres encore. Parce que c'est vrai que voilà, parfois ils ont été mis en première ligne, sacrifiés, parfois ils ne se sont pas battus non plus. Hein. D'accord. Dès qu'ils ont pu, ils se sont enfuis Mhm. vers les lignes ennemies. On était côté allié, donc c'était moins gênant que côté sur le front de l'Est. Oui. Et puis parfois, il y a eu aussi des réflexes de les laisser en arrière Mhm. aussi. Hein. C'est- En disant, C'est ce qu'on voit. À part à la toute fin, c'est ce qui se passe en fait. D'accord. C'est les derniers à être envoyés devant. Alors regardons un petit peu le plan général. Donc maintenant, comment faire? On fait le plan qui est développé par l'état-major d'Eisenhower qui dirige l'ensemble du corps expéditionnaire. Il est tout simple, il est de dire on est sur la frontière allemande, où il y a cette ligne fortifiée qui est en rouge, la ligne Siegfried. On a derrière un obstacle qui est le Rhin, réel. Donc, première chose qu'on va faire, on va sécuriser toute la rive gauche du Rhin. Voilà. Étape 1, on prend toute la rive gauche. D'accord. Étape 2, on passe le fleuve. Uhum. Étape 3, hop, On y va. on prend le reste de l'Allemagne, en particulier avec la Ruhr, la région industrielle. D'accord. Donc voilà, 3 étapes qui ont l'air Simple, toutes bêtes présentées comme ça. C'est la stratégie. Ouais, Si la stratégie est complexe ou pas claire, oui, ça me il part y a déjà des peut-être un choses, peu des mal. tactiques, ça risque d'être difficile. D'accord. Alors, qui n'est pas vraiment remise en cause, il y a des discussions au sommet sur ne peut-on pas essayer de franchir le Rhin à l'endroit avant d'avoir les 700 km Ouais. à nous.
La réponse étant oui, si jamais l'occasion se présente, bien sûr, mais bon, on va quand même essayer de... Voilà. Ouais. Je suis en train de vous résumer une discussion Oui, j'imagine. au sommet des hiérarchies entre Marshall qui dirige l'armée américaine et Alan Brooke qui dirige l'armée anglaise. Hein, c'était ce point-là. D'accord. Donc voilà le plan. Alors maintenant, il faut quand même y arriver. Et donc on a vu les différents blocages qu'il y a eu pendant l'automne. Puis regardons en janvier ce qui se passe et comment ça se débloque. Et juste pour compléter ta réflexion, c'est comment les Allemands, eux, envisagent la protection de l'Allemagne. Tu reviens après. Je reviens juste après. On va commencer par les alliés, l'organisation. Tu veux nous parler de... Alors, en fait, je pense qu'avant, avant même de rentrer dans l'étape 1 de l'offensive de la rive gauche, où déjà, il y a un certain nombre de prodromes. Donc, le plus connu, de préliminaires, voilà. C'est des préalables obligés. Donc, c'est d'anéantir, d'annihiler la poche de Colmar, qui est vraiment un abcès de fixation bloquant qui empêche le passage. Même si le passage n'est pas nécessairement prévu dans le sud, il n'en demeure pas moins que pour Eisenhower, il y a cette épine qui va permettre de libérer des effectifs, notamment français. Parce que c'est vraiment un angle de vue important. Tu veux en parler? Alors, bon, elle se fait dans la foulée de la fin de l'opération Nordwind. D'accord. C'est-à-dire que les Allemands ont continué à s'obstiner dans leurs offensives en Alsace, en Haute-Alsace. Toujours par ici. Simplement, voilà, Haguenau. Je déplace. Oui, bien sûr, bien sûr. On est Haguenau, toujours, voilà. ils tatanent un peu. Oui, ils tatanent là un peu. Ils sont vraiment juste au nord de Strasbourg. Hein, ils menacent vraiment Strasbourg. Mais ils s'obstinent en espérant empêcher, retarder le démarrage de l'offensive à laquelle ils s'attendent. Et en fait, nous, on se rend compte que ce ne sont pas les mêmes unités et que la préparation de l'offensive se fait en parallèle. Pour autant, cette offensive va être très compliquée puisqu'elle est déclenchée à un moment terrible en termes de météo. Ils attaquent en plein blizzard, le gel, il y a des mètres de neige, enfin c'est quelque chose d'assez difficile. Quand on lit les témoignages, quand on lit celle-là encore, parce que c'est une image qui est dans le secteur d'après, secteur, mais ça représente l'idée. Et en plus, on attaque dans des cités ouvrières ou des usines, donc un milieu urbanisé, mais avec des grands bâtiments en dur, à la Stalingrad. Donc on sait depuis la guerre civile d'Espagne que ces zones-là sont très difficiles à conquérir, surtout quand elles ont été bombardées. Et puis surtout, on ne peut pas utiliser l'appui des blindés, puisqu'ils ont des difficultés à se déplacer. On est dans des zones où, en plus, Allemands comme alliés, on souffre de pénurie de munitions, donc ça n'aide pas. Ce sont les Français qui ont fait leur remplacement d'effectifs, qui mettent en première ligne des unités qui sont des créations récentes. Et en plus, on n'a pas 10 points de passage pour attaquer. Donc on est obligé de rattaquer à peu près dans les mêmes secteurs où on avait déjà attaqué en fin d'année 44 et où ça avait échoué. Donc résultat, on est sur une opération qui va prendre beaucoup plus de temps que prévu et surtout qui va nécessiter d'appeler à l'aide jusqu'à un corps d'armée américain. Donc là, en plus, il y a un aspect humiliation, ou en tout cas de ressenti difficile pour les Français qui n'arrivent pas à régler le problème. Et ce sont les troupes américaines qui vont finalement emporter la décision, les Français étant épuisés. Des troupes qui sont envoyées par Patch, qui sont sous les ordres de Lattre, nominalement, mais en fait, il y avait une division au départ, il y en aura jusqu'à 3, donc les Américains qui vont être redéployés en cours d'opération. Et finalement, donc, la poche est réduite. Et elle est réduite début février, pour une offensive qui a commencé 20 janvier. Alors elle a commencé au sud, puis au nord. Enfin bon, c'est un plan assez laborieux, mais il y avait peu de difficultés, enfin peu de facilité, peu de possibilités de faire différemment. L'armée française est au plus bas à ce moment-là, puisqu'on est vraiment au moment où les remplacements ont eu leurs effets, mais où les nouvelles troupes ne sont pas encore aguerries. Elle va quand même évoluer positivement en termes d'évolution. En termes d'expérience, de qualité de troupes. Mais là, vraiment, on est sur des unités qui étaient classées comme d'élite avant. C'est-à-dire que ce sont les mêmes unités, on a juste changé les soldats, qui ont même récupéré les effets d'uniforme des précédents, parce que quand les troupes marocaines ou africaines ont été envoyées hiverner à Fréjus, dans le sud de la France, ils ont laissé même leurs casques, leurs besaces, tout aux nouveaux qui arrivaient, qui étaient des gens de l'Ariège, du sud-ouest ou de la région parisienne. Et donc, la particularité, c'est que les Allemands parviennent à évacuer une partie de leurs troupes. Donc, voilà, c'est vraiment une opération où les objectifs sont remplis, mais de la manière la plus laborieuse et la plus passable qui soit, puisque les Allemands arrivent à évacuer l'essentiel de leur matériel, y compris leur matériel lourd d'ailleurs. Ils arrivent même à évacuer du bétail, ce qui était un enjeu important. Donc, et finalement,
on ne possède désormais toute la rive du Rhin en Alsace. D'accord. Sauf qu'on a perdu, on a dû évacuer au niveau de Haguenau, donc une petite portion de territoire. Donc il va falloir, oui, mais ça, il va falloir le reprendre. Hein. D'accord. Des combats lourds, meurtriers, en termes de pertes malgré Alors, tout ou c'est en termes de bon, pertes et surtout de pénibilité. C'est-à-dire que D'accord. dans les souvenirs des vétérans, y compris des vétérans du corps expéditionnaire en Italie, les combats de Colmar sont classés, mais alors c'est unanime dans les témoignages, comme les plus difficiles de toute la guerre. C'est vraiment un ressenti, c'est-à-dire attaquer avec des tempêtes de neige de face, avec les engelures, l'appui-feu qui est aussi important d'un côté et de l'autre, aucune supériorité aérienne évidemment, enfin il y en aura un petit peu, voilà, attaquer dans des zones qui sont très défensives, minées, sous la neige, bref, c'est vraiment ressenti comme des choses très difficiles. Ok. Voilà. Ok. Donc premier théâtre d'opération. Premier théâtre, ça revient, le terrain est pris, mais l'armée en 5 question, lessivé moralement, d'accord. Dans les Ardennes. Deuxième théâtre. Alors, les Ardennes, les Allemands ont attaqué. Ont attaqué. Ils ont été repoussés. Et comme les Américains se sont groupés, ont mis énormément de moyens pour arriver à les bloquer, ils se disent profitons-en, on va essayer de contre-attaquer. De les poursuivre. De les poursuivre. C'est ça, on poursuit l'offensive. Du coup, Daniel, on peut redire, on est ici avec un commandement américain et un des proches Évidemment. d'Eisenhower. Voilà. Alors, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est Bradley, donc le subordonné d'Eisenhower, qui commande au centre. Il a récupéré l'armée qui était temporairement sous commandement anglais. Le lendemain, il lui dit maintenant profitez-en, on va contre-attaquer. Ils ont mis beaucoup de moyens, c'est vrai. Et donc c'est par opportunité. Il n'y a pas de plan plus évolué que ça. On y est, continuons d'avancer. On a peut-être une chance que ça débouche. Et tant mieux, comme ça, au moins ce sera nous et pas les autres. Et c'est explicite, je ne caricature pas. C'est dit aussi comme ça. Ah oui, d'accord. Les traces que vous avez. C'est écrit comme ça. Il y a zéro doute. Ça fait la course pour savoir qui c'est le premier. Ça fait la course. Alors, le terrain est infernal, colline boisée, la photo qu'on avait tout à l'heure à l'écran, elle est à cet endroit-là. Donc là, on est sur ce théâtre d'opération. Donc toujours, malgré tout, avec une météo, c'est l'hiver le plus difficile de la décennie. D'accord. 44-45. Ce que vous voyez sur la photo sont des parachutistes, en fait, donc qui combattent à pied. Donc c'est de l'infanterie d'élite. Donc ils ont mis parmi leurs meilleures troupes. Alors ils ont beaucoup de monde, mais ils ne peuvent pas en mettre énormément de face parce que le terrain est tel qu'il n'y en a pas beaucoup qui peuvent attaquer à la fois. Et puis, on le voit un petit peu sur la carte ici, c'est bien représenté. C'est une zone dans laquelle la ligne fortifiée, elle est double en fait. Il y a deux lignes fortifiées l'une après l'autre. Donc non seulement il n'y a pas beaucoup de routes, il y a ce terrain, il y a la météo, mais en plus, il y a deux lignes. Et bien ça avance très péniblement, ça atteint la première ligne, et puis ça s'arrête. Ils ont mis parmi leurs meilleures troupes, il n'y a aucun doute. Et sur le terrain, elles font une performance qui est remarquable, il n'y a aucun doute non plus. C'est-à-dire qu'elles avancent beaucoup plus que ce qu'on pourrait imaginer. Elles combattent pendant 5 jours et 5 nuits de suite en continuant d'avancer, etc. Si ça n'avance pas plus vite, c'est qu'il n'y a pas de miracle. Les camions derrière ne peuvent pas suivre. Il suffit d'un rien pour que toute la logistique s'arrête. Et puis, cette offensive qui ne dit pas son nom finit par être un irritant et au plus haut niveau. Et lors de la conférence de Malte, qui est la conférence qui précède Yalta, dans laquelle il y a juste les militaires, comme ça ne débouche pas, la question finit par se poser, pourquoi, cher Eisenhower, vous continuez à pousser par là alors qu'il y a plein d'autres choses à faire ailleurs? Et finalement, Eisenhower arrête cette offensive. Ça peut lui faire mal. Il dit non à son subordonné Bradley, qui vient en disant mais c'est pas possible, avec une scène émotionnelle qui dure une demi-journée. Vraiment? Oui, pour ça historique en disant mais nous les Américains, nous avons le plus de troupes, c'est à nous de le faire, c'est pas aux autres. C'est donc à nous comprendre, à moi de le faire, et etc. Et jusqu'à que Eisenhower lui dise non, je t'ordonne d'arrêter. C'est un ordre. Un des témoins qui était dans la réunion dit oui, il n'y a pas que tes émotions à toi, cher Bradley, qui comptent, il y a aussi les émotions des autres. On n'est plus dans le terrain rationnel du tout, on est dans le terrain émotionnel. C'est fou. J'ai juste une petite question du coup, Daniel. On parle ici par rapport à Bradley et à cette ligne de fortification. Alors, on n'est peut-être pas tout à fait dans cette situation, c'est pour ça que je préfère poser la question. Pourquoi est-ce que si on a pu un petit peu avancer en contre-offensive ici, on se dit, bon, ok, là il y a la double, là on va essayer d'y aller par là, quoi. En fait, il le fait ici aussi. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont ces deux armées. L'armée de ce général s'appelle Hodges et celui-là s'appelle Patton, il est plus connu. Ils avancent. Et lui, il arrive, il continue, il arrive jusqu'à cette petite ville qui s'appelle Prüm,
Il arrive péniblement le 10 février à atteindre cet endroit. Il avance pas plus que ça. D'accord. C'est-à-dire que même, j'ai passé une fortification, il reste une rivière, avec toutes les conditions dont on a parlé, c'est très problématique. Il y en a encore une. Et il y a une ligne, Ça continue. Oui, ça n'arrête Et pas. la donc, Moselle. oui, non, Et la Moselle. Ils essayent et il avance en cachette en fait, sans le dire. Mais c'est une des raisons pour lesquelles ça ne marche pas. C'est-à-dire que comme il a comme consigne d'arrêter d'avancer, mais qu'il le fait quand même avec la complicité de sa ligne hiérarchique, il n'a néanmoins pas derrière le soutien de Jenny, Oui. etc., qui vient et qui lui permettrait de faire un petit peu mieux. Donc ça a lieu là. Alors ça a une conséquence, D'accord. c'est que en attaquant dans cette zone, je sais pas, il faut que je reparle de cette sorte de barrage. Ah, le célèbre barrage Et oui. que personne, à part les Allemands, ne connaissait. fameux Hein. barrage Et de ils sont- Schmidt-Town. C'est Schmidt-Town, c'est ça? Non, Schwaumel, il est Schmidt. J'arrive pas à prononcer son nom correctement. Ouais, donc, d'accord, Je vais pas bon. essayer. En fait, il y en a plusieurs, mais il y en a un important. Il y en a Un un important. Il y en a un très grand. Enfin, que puisque c'est les Américains qui sont là, ignoraient. Ignoraient. Personne ne leur a dit. Alors maintenant, ils le savent. Ah, ça y est, Ça, ah, c'est ça y ça, est, maintenant. ça y est. Ah, ouf. Là, Et là, oui. ils sont gros. Parce que, on va l'expliquer, le plan imposant de passer l'Aurore, Oui. le contrôle du débit de l'Aurore et le risque que fait peser le contrôle de ce barrage par les Par les Allemands Allemands. sur l'inondation Ça y est. devient important, mais ça, il va falloir exposer le reste. Mais en attendant, ce qui est important, et je te repasse la parole, c'est que ça va peser sur... Sur ça. En l'attaquant quand ils sont là, ils sont pas... en l'attaquant ici, ils n'ont pas pris le barrage qui est là. Alors que c'est important pour le reste. Mais alors, non, Vas-y, du vas-y. coup, c'est moi. Là, c'est moi qui comprends pas. Ils sont juste là, j'ai pas l'échelle en tête, moi. Ils C'est sont pas à loin. combien de ce barrage? Ah non, c'est pas loin. Ils sont à 10-15 km. Et c'est on pas leur loin, a mais on leur a pas dit? Oui, Si. mais c'est très boisé, c'est très montagneux. Oui. On leur a dit. Simplement, l'ordre, c'est vous allez essayer de passer par ici pour essayer de déboucher. Hein. On met la priorité là, et on n'en est pas à côté. Purée. Parce qu'à côté, c'est Délibérément. pas nous. À côté, c'est c'est pas pas nous. nous. Qui C'est se Montgomery. débrouille. C'est Qui se Montgomery à débrouille côté. avec Ah, nous. oui. C'est Montgomery. C'est leur ça. secteur, mais Y a ça pas- va y a pas- aider. Oui, Il n'y a pas un ordre en disant ne prenez pas le barrage. Il y a un ordre juste attaquer à un autre endroit. Attaquer à cet endroit qui se trouve n'est pas l'endroit où il y a le barrage. Ok, d'accord. D'accord. Donc, effectivement, conséquence forte parce que le barrage n'est pas pris de ce côté-là. Encore. Pas Non, mais encore. Oui, non, alors, j'entends bien. On va voir tout de suite ce qui se passe. D'accord. Alors, comment ça se débloque tout ça? Parce que c'est bloqué au sud, c'est bloqué au bloqué là. centre Le nord. et au nord. Alors, au nord, un plan, lui, est développé. Donc, le front, il est assez stable, D'accord. assez statique depuis au moins 2 mois sur cette partie et depuis septembre, en gros, sur la partie du nord. Donc là, sous commandement canadien et britannique, un plan est développé depuis donc plusieurs mois. C'est 4-5 mois qui prépare une attaque. Et on va voir en quoi elle consiste. Peut-être on peut mettre à l'écran Oui. ce plan, vous allez voir. C'est Elle consiste, avec ah oui, Voilà, c'est c'est ça. avec Voilà. avec les flèches d'attaque. Voilà, D'accord. elle Ça, c'est le consiste en deux attaques simultanées ou coordonnées dans le temps et dans l'espace. Donc les deux premières, c'est celle du nord et celle qui est la plus au sud. sud, les Voilà, plus c'est grandes ça. flèches. Ouais, Vous D'accord. avez normalement les numéros, si vous arrivez à les voir, Ouais, 1 et 2. Ouais. 1 et 2. Donc, D'accord. une attaque au nord, qui est dans la seule petite zone dans laquelle il n'y a pas de rivière à franchir. qui Donc, est en- Je reviens à ce que tu Ouais. disais, Daniel, dans la première émission. Cette petite zone qui est entre deux fleuves et finalement pas très confortable Ouais. devient quand même la base de lancement de cette opération au ça final. devient la base de lancement de l'opération. D'accord. On va en Non. revenir. C'est ça, hein, l'autre, elle Et l'autre est Julich. Voilà. Et l'autre, Ouais. en passant cette petite rivière, qui est normalement une rivière qui n'est pas spécialement impressionnante, en passant cette petite rivière, pour se rejoindre, et on le voit sur le plan, un peu comme le marteau et l'enclume, pour se rejoindre et coincer les Allemands qui sont au milieu, jusqu'à les repousser vers le point de passage du Rhin, qui serait la ville de Wesel. Donc les Allemands reculent. En tout cas, c'est le but. D'accord, c'est le but. Ok, pardon. C'est le but. Hop. Mhm. Pourquoi Wesel? En fait, c'est le premier pont qui est sur le Rhin. On n'espère pas prendre le pont intact, mais pont de chemin de fer signifie que tout le réseau routier et tout le réseau de chemin de fer y convergent. Donc ça va aider pour la D'accord, suite. pour ensuite repartir. Et donc ça, c'est l'opération. Donc, alors comment elle s'appelle? Celle du Nord s'appelle Véritable. Je vais le prononcer en français. C'est Veritable en anglais. Celle du Sud, Grenade. C'est une opération sous commandement britannique, avec au nord une armée canadienne et au sud une armée américaine. D'accord. Tout ça sous commandement britannique. Donc ça mêle plusieurs nationalités. Deux généraux? Deux généraux. Le britannique qui commande, c'est Montgomery. Oui. Le canadien s'appelle Crerar et l'américain s'appelle Simpson.
il va se révéler un des plus doués des commandants d'armée américains. Donc, il a C'est le dernier à être arrivé sur le théâtre européen. Il est arrivé à l'automne, la 9e. D'accord. C'est pour ça qu'on l'a refilé aux Britanniques. En se disant, bon, c'est le dernier. Et au final, c'est Il le n'est pas meilleur. très connu. Enfin, Il va être, le meilleur. en tout cas, brillant, meilleur que il va être Rogers, brillant. par Il exemple. va être. Un film. Ah oui, c'est. Un film. D'accord. Donc, alors, ils ont eu plusieurs mois, 5 mois pour se préparer. Il faut voir que, bien qu'ils se préparent depuis 5 mois, Eisenhower prend finalement la décision de leur dire d'attaquer le jour où il demande aux autres d'arrêter, c'est-à-dire le 1er février, pour démarrage le 8. Mais ça fait 4 mois qu'on se prépare. D'accord. Donc, comme ils se sont préparés depuis longtemps, ils ont essayé de mettre tous les moyens possibles. Alors là, les Britanniques, c'est un peu leur style. Bataille préparée, donc on n'aime pas trop l'improvisation. Il n'y a pas de raison de perdre des bonhommes quand on peut bombarder proprement avec nos canons. Donc ça veut dire quoi, bataille préparée? Ça veut dire qu'ils vont grouper sur la toute petite zone de départ, 12 km. 12 km. Ils groupent plus de 100 000 hommes en face, c'est sur une zone étroite derrière. Ils mettent quasiment toute leur artillerie, donc ça fait à peu près 1000 tubes. Ce qui est beaucoup, c'est la plus grosse concentration d'artillerie sur ce front jusqu'à présent. Ils envoient aussi l'aviation stratégique, bombarder un petit peu au passage, tant qu'à faire. Alors, la ville de Clèves qui est là disparaît. Quasiment. En gros, elle est bombardée la veille. Mais néanmoins, en phase 2, les Allemands, quand même, ont fortifié leur ligne. Il y a une forêt. Puis on se souvient que les forêts, c'est très compliqué. Les Américains n'ont pas réussi à en sortir dans une autre forêt. On l'a bien vu. Si on veut passer autour de la zone, si on zoome dessus, on est coincé entre le Rhin et la Meuse. Il y a une route vers le sud. Le problème, c'est que si on regarde géographiquement, si on va sur place, c'est une route qui est légèrement surélevée parce que tout ce qui est autour de la route est inondable et en fait est inondé. Donc c'est super étroit. Donc alors je reprends, février, là on a eu les tempêtes de neige, etc. Février, là il y a le redout. Là maintenant c'est le redout, donc c'est plus de la neige, il y a de la flotte partout alors que le terrain est gorgé d'eau, donc on est sous l'eau. Et la boue. Et la boue. On va voir, il y a quelques photos. On va voir une photo, peut-être l'autre. On va passer sur la boue, ça c'est un peu plus, c'est un peu après, voilà celle-là. C'est à peu près ça, la zone de combat. Là vous avez les troupes britanniques. 50 cm de boue qui avancent, ça c'est le deuxième jour de cette opération, et c'est dans ça qu'ils essayent d'avancer. 8-9 février. Oh, donc une première route qui est inondée, deuxième route qui n'est pas inondée mais qui est inondable parce que les Allemands ont une digue ou deux qui peut faire sauter et tout ça. Ils décident néanmoins d'attaquer là-dedans. Donc c'est en fait très risqué, très compliqué. Ils mettent tellement de moyens qui sont quasiment sûrs que les 2 premiers jours vont se passer correctement. D'accord. C'est pas possible avec tout ce qui a été mis en œuvre. Tout ce qui a été mis en œuvre. Leur enjeu, c'est de faire en sorte que ça se poursuive. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui les Anglo-Canadiens ont raté systématiquement depuis le débarquement. C'est-à-dire poursuivre au-delà de ce qui a été mis en place. Au-delà de 3-4 jours. Au-delà de 3-4 jours. Et c'est ce qui s'est passé notamment en Normandie quand ils ont lancé un certain nombre d'opérations pour dégager Caen ou pour contourner Caen. Ils ont toujours eu des premiers succès. Et après, en effet, ils se sont enlisés par rapport aussi à une défense allemande aussi en profondeur. Organisée, etc. D'accord. Il y a le maintien du tempo, le fait qu'on sorte de la protection initiale de l'artillerie, on s'éloigne un peu. Et donc, c'est une équation qui, pour l'instant, n'a pas été résolue et qui va être l'élément clé. Et ça, dans les archives, on voit bien, ce sont des questions, c'est ce qu'ils cherchent à résoudre dans ce plan-là. Ah bah oui, mais alors là, oui alors ou non? Alors. Il y a une chose pour compléter ce que disait Daniel, parce que ça c'est intéressant aussi. Suspense, toi. Non, pas vraiment. C'est parce que c'est aussi la technique Montgomery qu'on avait déjà abordé avec Cédric en Afrique du Nord. C'est que tous les échelons sont prêts, le génie est prêt, les chars d'assaut, les flails, ce qu'on appelle les chars fléaux pour déminer sont prêts, mais surtout, tout est quasiment dupliqué. C'est-à-dire que s'il y en a un qui tombe en panne, c'est pas grave, on le fout de côté, il y en a un deuxième qui avance. On avance. Et il y a déjà les unités qui sont prêtes, en effet, pour relever les unités qui auront combattu pendant 2 jours et qui seront épuisées, pour justement garder cette notion de tempo, parce que justement, ça, ce sont toutes les notions de Normandie. Donc, c'est-à-dire que c'est hyper étroit, mais sauf qu'ils ne peuvent pas s'arrêter, sinon tout va être bloqué. Et en effet, sur Véritable, qui démarre le premier, il faut que ça pousse. De toute façon, il faut que ça dépousse. Parce qu'en fait, on est sur un cône inversé. En général, souvent, non, là, c'est l'inverse. Donc, plus ils vont gagner, plus ils vont pouvoir pousser. Et dans le tempo, parce qu'il faut aussi en parler, c'est que Grenade doit démarrer après. Voilà. Mais donc, l'autre, marteau et l'enclume, donc l'autre partie doit démarrer 2 jours après la première. D'accord. Franchissement de la rivière. Sauf que, pas le barrage.
Purée, ce barrage, il nous enquiquine depuis le début. Donc, ils partent quand même, ils partent le 8 février. Il faut insister, Donc, Montgomery choisit de lancer quand même son véritable opération démarre. sans aucune certitude, certitude, puisqu'à la date où il le lance, le barrage barrage, c'est le ouais. 10. hein, c'est ça. Alors, les Américains quand même sont réveillés. Le barrage, finalement, c'est devenu important puisqu'on a décidé de faire ce truc. Ouais. Donc, les ordres tombent en cascade. Le barrage, le barrage, le barrage, le barrage. Ah oui, non, mais- il faut voir la scène. C'est vrai. La littéralement. dernière avance sur le barrage, il y a, je crois dans le même état-major, il y a Bradley, le général d'armée, le général de corps, le pauvre divisionnaire, tout Ils le sont monde. tous là. Ils lui mettent la pression. Et Eisenhower. Et Eisenhower qui descend exprès dans l'état-major de Vous avez division. intérêt à le prendre, le barrage. Donc, du coup, les Américains finissent. Ouais, ils finissent par Alors, prendre le barrage donc, en date, le 10 février. véritable, donc, c'était quand? Le 8. Le 2 jours 8. après. Et les Américains, ils prennent le barrage le 10. Mais les Allemands l'ont fait sauter. Donc, inondation. Inondation. Alors, l'inondation s'étend comment? Alors, l'inondation, en fait, ce que les Allemands ont fait, ils ont été plus vicieux que le faire sauter. Ils ont bousillé les valves d'arrêt de Ouais. façon à ce qu'il y ait un flux continu et Qui pas se déverse. qui se déverse, pas un flux. Au lieu d'avoir une lame, au lieu d'avoir Ouais, une vague, l'inondation, c'est qui juste se résorbe. ça, voilà, qui Ils se ont résorbe, augmenté voilà. le débit, Ils ont rendant augmenté le impossible le débit, passage. Pendant plus Résultat, longtemps. Pour une semaine ou une semaine et demie, non? c'est Ouais, ça Ouais, pendant à peu près 2 semaines, Voilà. 2 semaines. le truc devient Impraticable. infranchissable. Oh là. Et donc, Super, donc on l'a, mais ça sert plus à rien. Bon, super. Si, Enfin, ça on l'a servira quand plus même. tard, ça Ça Alors, sert quand même, mais ça. il faut c'est un truc à un insister. coup, c'est un fusil à un coup. hein. Ouais, bah, il, c'est vrai. il faut insister aussi en disant qu'une des raisons pour lesquelles les Américains ratent dans ce barrage, c'est Ouais. la précipitation et la pression exercée sur le commandement tactique par tous ces chefs qui ont évité le problème avant et qui d'un coup veulent rattraper le coup. Et donc on se retrouve à la fin, le divisionnaire est remplacé. Ah Enfin, oui, non, mais il y a c'est hors c'est-à-dire, c'est contre-ordre, gribouille. C'est pour ça qu'il rate. Il prend tout. Il prend tout. Ouais, et- Il Faire- avec le recul, parce qu'après c'est toujours facile, et si, mais avec le recul, le temps de préparation et les troupes étaient disponibles pour le faire proprement. Quand il attaque à 10 contre 1. Ouais, non, c'est Ah oui, monstrueux. d'accord. Mais il n'en a pas conscience. Et donc, comme les Allemands sont quand même redoutables, alors qu'ils attaquent à 10 contre 1, ce qui est vraiment massif, et qu'il y a un petit bout de forêt, à chaque fois qu'il y a un coup de canon qui tombe, un char qui se fait détruire par un anti-char, tout le monde s'arrête. Qu'est-ce qui se passe? Oui. On est bon? Hein, on peut continuer? Non, mais c'est ça. Ouais. C'est ça. Et c'est-à-dire, la colonne de chars avance avec les fantassins dessus. Ouais. Il y a un anti-char qui fait péter le premier char, tout le monde panique, tous les chars reculent, et les ordres ne les font plus avancer. Et on perd une journée en attendant que ça reparte. Ah, d'accord. D'accord. Et situation de. Et donc, c'est-à-dire que la chaîne de commandement a beau hurler autant qu'elle veut, ça Ça a pris le temps que. ça marche pas. Ok. Et c'est pas que la défense à ce moment-là n'est plus redoutable, mais elle a fait très peur quelques mois avant. Quoi. Entre le 8 et 10 au nord, qu'est-ce qui s'est Alors, passé? ça avance. Donc là, hop, j'attaque, donc je fais exploser. Alors les Allemands n'ont rien vu. Alors ce qui est aussi le truc surprenant, c'est bien que les Anglais se soient mis avec quasiment toutes leurs troupes, qu'ils ont ramenées ici avec toute leur artillerie, tout ce qu'on veut. Eh bien le commandement sur place, qui s'attend bien à être attaqué, hein, Oui, il n'y d'accord. a pas de doute, ça, il se dit je vais aller attaquer ici, là, enfin quelque part, n'a pas vu Ce rassemblement. ce rassemblement. Il envoie des patrouilles, etc. Il ne l'a pas vu. Il y a eu une totale... Un aveuglement. Il est aveugle. Blackout. Donc là, un coup de bol. Ouais. On peut pas le dire un coup de autrement. bol, ouais. Non, mais Oui, ils ont plus de moyens d'observation, ils ont plus d'avions. ils n'ont plus d'avion. ouais. Ils n'interceptent pas les transmissions radio parce qu'il y a une opération d'intoxication dont ils sont très friands les Anglais pour faire croire qu'ils vont monter en Hollande. En fait, ils se rendent compte après coup que de toute façon, les Allemands se sont même pas rendus compte qu'ils avaient été intoxiqués. Donc en fait, c'est ça. Ils en sont arrivés à un stade où là, finalement, ils subissent. D'accord. L'opération d'intoxication, c'est comme on concentre là. C'est Le pour risque, aller c'est là. que, voilà, on va dire, C'est pour- c'est on va pour dire refaire qu'on va aller, Arnhem une deuxième fois. d'accord. Non, les Allemands, ils l'ont même pas vu. Et les Et en Allemands fait, ils n'ont l'ont rien pas vu. repéré. D'accord. Donc, ni l'intoxication. Donc on progresse entre les deux bras de fleuve. On progresse entre les deux bras de fleuve. Alors, ce qui se passe ici, donc vraiment surpris, Ouais. progression le premier jour qui marche bien. Ouais. Et ça marche tellement bien que le mec qui commande tout ça dit allez, c'est bon, on a fait le trou, on a fait la percée, On continue. chambre est blindée, on fonce derrière en exploitation. On est toujours entre le 8 et le 10. Hein. Ouais, On est le ouais, 9. toujours le 9. On est Ok, on est le 9. le Ça 9 marche. février. Et bien, pas de chance, on fait, le trou n'était pas fait proprement, et ça crée un gigantesque embouteillage, où pendant la nuit, où chacun dit je dois passer là, c'est mes ordres, non, Ah, c'est moi, c'est moi. pousse-toi, la route ne le permet pas. Après vous, monsieur, je vous en non, prie. mais Non, oui, justement, là, il n'y en a plus. Dans un registre un peu plus vulgaire que ça, je pense.
En D'accord, nocturne. je vous le ferai pas celui-là, je le ferai. En nocturne. Et en nocturne. On est dans la nuit du 9 au 10. Ouais. Et il crée l'embouteillage. C'est une erreur que le commandant britannique de ça reconnaît après-guerre. Le premier à le dire qu'il s'est trompé. Et donc, alors qu'on avait une chance que ça aille vite, eh bien, ça avance doucement. Ça continue à avancer parce qu'il pousse sans arrêt, mais ça avance péniblement. Ils arrivent dans Clèves, ils le nettoient vers le 13 et le 14, et puis la ville d'après, qui s'appelle Gore, elle est attaquée vers le 17 ou le 18. Et donc, en 10 jours, on avance. Alors, l'important là-dedans, puis il y a cette sorte d'inondation, on peut peut-être remontrer la photo. Elle est quand même impressionnante. Hein. Là, vous avez une des deux routes. C'est la route, l'une des deux ouais, en fait, c'est tout à l'heure. C'est la principale. On voit les camions. Hein. Si on remet la photo, c'est la principale, c'est-à-dire c'est celle sur laquelle ils comptaient, vraiment. Donc voilà ce qui reste de la route. Et c'est pas des camions, c'est les quelques véhicules amphibies qu'ils avaient. Parce que du coup, il faut. Ils avaient une division complète amphibie. Il se trouve qu'il y a une fraction, à peu près 15% du total, qui peut être ravitaillée avec des véhicules amphibies qui continuent à circuler. Encore heureux qu'il les ait eus, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Parce que aussi, une des raisons, ils s'enlisent, mais les Allemands aussi réagissent en fait. C'est-à-dire que les Allemands ne comprennent pas tout de suite, mais après 2 jours, ont compris que c'était l'attaque principale. Et ce que les Allemands vont faire dans une armée, alors elle s'appelle la première armée parachutiste, elle est dirigée par un mec qui s'appelle Schlemm, qui s'avère assez doué. Ils se disent, là, j'ai bloqué la rivière. Et Schlemm, il a quand même des unités qui sont d'un certain calibre aussi. Parce que tout à l'heure, en fait, on précisait en effet qu'il y avait des unités qui étaient relativement faibles. Mais là, il se trouve que lui, de son côté, il a quand même des unités qui sont assez bien constituées, avec du personnel motivé. C'est un front qui n'a pas bougé. C'est un front qui a pas bougé. Par rapport à d'autres. Ils sont frais. En fait, il faut comprendre conscience, et ça, c'est intéressant. Les Anglais ont tapé dans le dur. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas donné la tâche la plus facile. Alors ici, géographiquement, c'est compliqué. Là-haut, ça allait, comme on l'a vu, de par ce qui peut par les conséquences. Mais en revanche, c'était pas en face les derniers Volkssturm levés. Non, ils ont vraiment allé du fort au fort, même si évidemment, ils ont une concentration d'artillerie qui a tout écrasé. Ils ont des véhicules. Il y a eu un combat à la mano assez dur pour ces unités britanniques. D'accord. C'est ce qui se passe, comme le décrit Guillaume, c'est-à-dire à mesure, ils ramènent tout ce qu'ils ont comme division fraîche, ils ont plein de divisions de parachutistes, donc c'est de l'infanterie d'élite, hein, c'est des gens qui n'ont jamais sauté d'un avion, et puis il leur restait quelques divisions de blindés, qui ramènent aussi pour bloquer ça. Évidemment, parce que ça déboule. Et donc, ici, petit à petit, à mesure que les Anglo-Canadiens avancent, ils voient en face d'eux 2 nouvelles troupes qui viennent arriver, qu'il faut battre les unes après les autres. Et c'est aussi pour ça que ça avance doucement. D'accord. Mais ça ne s'arrête pas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans cette zone assez étroite, ils aspirent tout ce qui reste comme force vive un peu disponible. Des alentours. Les réserves, surtout. Les réserves de l'ensemble du front. Les réserves allemandes. Qui sont aspirées petit à petit et qui viennent là et qui reculent pas à pas. Parfois d'ailleurs en étant très compétents dans leur façon de se défendre. Hein. D'accord. Ça dure. Il n'empêche que ce plan britannique, britannique, là pour le coup a fonctionné. Ça fonctionne. Ils ont réussi à pousser au-delà des 2, 3, 4 jours. C'est une technique que Montgomery a expérimentée à El Alamein, qu'il a utilisée en Normandie, qu'il réutilise là, c'est-à-dire d'aspirer par des poussées successives façon rug de rugby, pour aspirer et pour permettre la percée ailleurs. Quand on regarde la percée de falaise, quand on regarde El Alamein, et là c'est pareil en fait. C'est-à-dire qu'il aspire. Donc il donne l'impression d'être laborieux, donc de laisser une chance à l'adversaire de se défendre, donc il va engager ses réserves. Le problème des Allemands, c'est qu'ils ont par principe, quel que soit le niveau de l'encadrement, toujours des réserves. C'est le problème. Oui. Et ils contre-attaquent toujours avec des réserves. C'est quasiment génétique, c'est dans leur ADN. C'est la leçon 1, niveau 1 du cours. Et puis ça remonte à 14. Et donc, si on les prive de leurs réserves, et donc il faut le faire par leur manœuvre, parce que c'est eux qui l'engagent, eh bien c'est là où on peut vraiment aller vers la rupture. Sinon, on n'arrivera jamais. Quels que soient leurs effectifs, ils auront toujours une partie en réserve. C'est un principe. Quitte à dépeupler la première ligne, ils préfèrent avoir une réserve, donc avoir une défense en profondeur. D'accord. Et donc, il faut aller chercher cette profondeur pour l'aspirer. Donc, il y a aspiration. Voilà. On est 17-18 février. Enfin, et à ce moment-là, enfin. À ce moment-là. Ça y est, la rivière. Super. Ça baisse. La rivière baisse. Et donc, ça y est, les autres peuvent partir. Et là, Simpson qui ronge son frein tous les jours, il regarde le niveau, le débit. Et avant de parler de la chevauchée sauvage de Simpson, ce qui est intéressant, parce que tu peux faire un aparté sur la décision des Allemands de défendre
Sur la rive, évidemment, gauche ou sur la rive droite. Parce que ça, c'est un élément important. C'est-à-dire qu'il y a eu un débat après-guerre. Fallait-il se replier derrière le Rhin? Parce que là, voilà. Et donc, ce qui explique les choses. Voilà. Il y a un stade où les Allemands, en effet, ils ont mis une fortifiée ici, ce serait dommage de l'abandonner. Mais une fois qu'elle est percée, ils pourraient se dire, bon bah, j'ai un obstacle naturel extraordinaire. Allez, coup double. Je vais me mettre derrière, d'accord, je vais leur laisser un petit peu de terrain et je vais me mettre derrière. Et en fait, comme tu disais, les généraux allemands après-guerre ont tous dit, mais bien sûr, c'est ce qu'il fallait faire. C'est beaucoup plus facile à ce moment-là. En abandonnant tout ça. C'est à cause d'Hitler et pas de nous. Voilà. Aussi, on a perdu. C'est pas notre faute, c'est l'échelon supérieur, à savoir Hitler, qui a dit que c'était le caporal. Oui, c'est ça. Et quand on regarde, on fait la situation, d'abord, donc ils n'ont jamais développé un plan concret pour ce que ça signifierait. Ça aurait été très risqué. Malgré tout. Non, physiquement, pour la personne, l'officier qui osait écrire un plan pareil, parce que ce n'était pas une idée tolérable, il aurait été attrapé par la Gestapo probablement, donc l'idée n'est pas poussée au-delà de ça. D'accord. Mais si on regarde, c'est possible. Si on veut, une fois qu'on est attaqué, pouvoir se planquer derrière le Rhin, il faut pouvoir se déplacer très vite. Ouais. Et donc il faut avoir la capacité de le faire. L'armée allemande, elle n'a pas du tout cette mobilité. Donc il faut pouvoir deviner quand on se fait attaquer en force et hop, partir tout de suite pour frustrer les autres. Ça, c'est pas possible. Donc il reste rive gauche. Il reste rive gauche. Et ils vont même ramener du monde. Ils ramènent du monde. Ah, ils continuent. Oui, parce qu'ici, ils espèrent que ça va pouvoir s'arrêter. Donc il y a par exemple plein de troupes qui sont en Hollande, là, hop, qui ramènent. À vélo. À vélo. À vélo. Ouais, oui, des parachutistes à vélo. Surtout qu'avec le vent. Il est plus dangereux. Ça freine le parachute quand le vent du vélo, pardon. Ah oui, des vélocyclistes, je ne sais plus. Et donc ça y est, ici la rivière permet à partir de 20-23 février, hop, le niveau a décru, enfin les Américains peuvent se lancer à travers la rivière. Alors, autant les Allemands ont été surpris de la première attaque, autant la deuxième, ils s'attendent depuis très longtemps à être attaqués. Donc là, ils s'y attendent, néanmoins, pas de surprise, mais la puissance américaine est telle que ça passe. Et ça passe. Simpson, qui dirige l'armée, a prévu plusieurs zones de franchissement de la Reure, de façon à être sûr qu'il y a au moins un endroit où ça fonctionne. En fait, ça fonctionne dans tous les endroits. Partout ça rentre. Partout les 4 petits que tu as mis, c'est l'avancement. Il y en a même encore. Il y a 4, c'est les corps d'armée, il y en a 4. Il y en a un du Rennes. Mais ça passe partout. On ne les a pas encore ici, ils vont y arriver. Mais du coup, le corps allemand, il y a beaucoup moins de monde là tout d'un coup, parce qu'ils sont partis au nord. Et oui, il n'y a plus de réserve. Il n'y a plus de réserve. C'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'une première ligne, pouf, elle se fait défoncer. Et ce sont des troupes qui ont combattu à l'automne à Aix, la Chapelle par rapport à celle-là, donc qui sont quand même de moins bonne qualité que celle-là. D'accord. Et donc, voilà. En plus, entre-temps, il s'est un peu arrêté de pleuvoir. La terre est moins humide dans cette zone et il peut lancer une exploitation blindée débridée. On en voit une photo. C'est la photo qu'on a vue, on l'a revue, ça, on veut bien la revoir aussi. Voilà. Vous avez une photo aérienne d'une des divisions américaines qui exploitent. Ils sont là à 2 km du Rhin, à peu près. Et donc on voit ce que c'est, c'est-à-dire que vous avez ces champs de betteraves ou de blé à peu près plats, dans lequel les blindés sont en train de foncer. La blitzkrieg inversée. Et là, le champ est. Donc il n'y a plus d'obstacles. Puis ce qu'on voit, c'est une photo d'avion, c'est-à-dire qu'il y a un soutien aérien constant aussi au-dessus de cette zone, sans arrêt. Le climat s'améliore, oui. Donc du coup, ça fait vraiment bien meilleure situation pour continuer d'avancer. On arrive à des vitesses où je crois que celle qui va le plus vite, c'est une division d'infanterie, plus rapide même que les divisions blindées. Il y a d'autres options. À un moment donné, ils ont un plan où ils disent on passe au nord, au sud de Mönchengladbach, et finalement ils passent aux deux. Ils passent aux deux. Un peu comme dans du beurre. Et on retrouve quand on parle de blitzkrieg inversé, c'est vraiment comme en Pologne en 1939, en France en 1940, c'est-à-dire que les Allemands reçoivent l'ordre de contre-attaquer à un endroit où les Américains sont, c'est-à-dire leur base de départ, c'est-dire qu'ils sont en retard, c'est-à-dire qu'ils commencent par combattre, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment dépassés. Le rythme, c'est ça la blitzkrieg, c'est-à-dire qu'on entraîne un rythme et on dépasse l'ennemi. Et là, même les Américains, même la chaîne de commandement. Voilà. Donc du coup, là, on en voit une, mais en fait, elle est répartie sur ce front-là. Elle se fait exploser ici. D'accord. Et la situation américaine, évidemment, comme ça, là, il commence à s'arrêter quand il tombe dans la zone de l'autre. Parce qu'en fait, le général qui dirige cette première armée parachutiste, Schlemm, il les a vus venir. En fait, il les voit venir parce qu'il n'a plus de nouvelles de son voisin. Et il comprend quand il n'a plus de nouvelles que l'autre s'est fait défoncer. C'est-à-dire qu'il n'a pas un message en disant attention, quelque chose va t'arriver derrière. Il comprend tout seul.
il se met en hérisson autour de Wesel. Mm. Et c'est seulement à ce moment-là que les Américains commencent à avoir un obstacle. Et puis ce hérisson est réduit petit à petit jusqu'à être complètement éliminé. On est vers le 10 mars. Donc ça a pris un mois. 10 mars 1945. Mais ça, c'est une victoire en fait stratégique. Hein. Ouais. J'ai détruit Voilà. le cœur de l'armée allemande à cet endroit. Voilà, l'élément qualitatif de l'armée allemande du front ouest. Et en grande Là, partie- on est sur combien vous avez estimé ça à 70 000 100 000 les chiffres de pertes, donc c'est En perte. donc c'est essentiellement des soldats d'effectifs combattants Voilà. de l'ordre de 120 000 hommes. Ouais, c'est ça. Ça ne 120 veut pas 000 dire sur- que les Allemands ne peuvent pas le reconstituer. Non, non, parce qu'ils non, ont non, vraiment non. un réservoir. C'est Mais de ça la ne va perte. pas être la même qualité. D'accord, ok. Le matériel Le est pas matériel, voilà. le matériel est Ouais. complètement merdeux. Avec les, faut pas croire les quelques témoignages des Allemands qui, à chaque fois qu'ils ont pu faire repasser un camion de côté du Rhin, ils disent c'est bon, on a sauvé plein de trucs. Non, en fait, ils ont... Pas tant que ça. Et c'est- Ouais. les gens les soldats qui repassent sont des soldats sans armes en D'accord. général. Et ils font sauter le pont derrière eux. Ah oui, ils font sauter le pont derrière. On va en parler tout de suite. Bien D'accord. sûr. Donc le pont n'est pas pris, personne ne comptait sur la prise du pont. De toute façon. Alors, ça, c'est la zone qui est ici. En Donc- accompagnement, une fois que ça a percé, ben, l'armée d'après, donc ça a On percé glisse. par là, Ouais, on glisse. hop, avance à son tour. Il y a un effet D'accord. domino. Il y a un effet domino. Plop, Ok. plop. Et en Ici, avançant, compris dans les armes. Enfin, alors, ils y vont chacun à leur tour. C'est Ah. l'armée d'après, ici, elle avance. Donc, clac, elle atteint Bonn et Cologne. Donc là, il n'y a plus beaucoup de défense. Ça avance très vite tout seul. on peut même le mettre là. Ah Il oui, va la quatrième armée, appeler les- elle est la quatrième D'accord. armée allemande Ouais. Moribonde. moribonde, avec On va enlever celle, ça. celle qui est à On côté. va enlever ça et avancer la 9e armée. Là. Hop. Non, Ouais, mais- d'accord. Donc ils avancent par là et ça avance très bien puisque tout a été pris. Et là, divine surprise, eux, complètement par hasard, ils capturent un pont intact, Non détruit. non détruit, Remagen. à Remagen, ici. Les gars, passez par là, il y a un... Il y a un pont. Non, alors, il faut voir, sur les ponts, c'est un événement très important. Les ponts sur le Rhin, il y en a 40 environ, qui sont encore debout à ce moment-là. Donc c'est un nombre considérable. Les Allemands, évidemment, les ont tous minés. dynamité. Dynamité et arrive à tous les faire sauter, mais il y en a un qui tombe intact. Alors c'est toute une histoire sur comment ça se fait, c'est sans doute un des points qui est, il y a des films qui sont faits dessus sur le pont de Remagen, mais ce qui se passe localement, et il y a un commandement de la garnison locale, comme c'est un truc super important, il y a l'armée qui arrive, qui envoie un autre commandement pour reprendre la main, il se retrouve à 2 officiers de niveau intermédiaire à cet endroit-là, il faut qu'ils s'entendent, les Américains arrivent, les mecs les voient venir, se précipitent, clac, déclenchent les explosifs, donc faut sauter le pont, poum, le pont saute, et quand la fumée se dissipe, eh ben, en fait, il y a la moitié du tablier qui est encore en place. Donc il n'y a D'accord. que la moitié du pont qui Il est y a tombé un à l'eau. Il est Mais c'est retombé sur. Il est... Non, On ne sait non, pas non. très bien, Ouais, mais c'est- on sait En pas tout, très cas, bien. en tout cas, il permet le passage. C'est-à-dire c'est qu'il est 2 fois moins large, mais il permet le passage. Et donc il y a les premiers Américains qui s'engagent dessus, dont on imagine Pont L'angoisse. l'angoisse. Pont Ludendorff. Ah là 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 L'angoisse, là. hein. Mêlé à de l'excitation parce qu'ils savent Oui, parce qu'ils parfaitement passent. que là, Passent. Là, il passe. Les Allemands essayent de remettre des charges explosives, les Américains sont arrivés de l'autre côté, nettoient tout ça, et clac, ils ont pris ce pont. Ils ont pris ce... Donc c'est le 7 mars. Alors les Allemands mars. vont essayer, là on pourrait 1945. presque avoir un film hein, sur. Ils ont essayé Il y a par des tous les films. moyens de le détruire. les V2, Des des avions, V2, des avions, des hommes bourrés grenouilles d'explosifs. qui vont faire des opérations suicides contre les piles. Ah oui, non, non. Rien. Rien ne marchera. Mortier géant. Et voilà. Non, il va mais... finir par sauter. Il va tomber, ouais, je crois qu'il va beaucoup- tomber. Voilà, mais beaucoup plus tard, et après qu'ils en aient construit d'autres. donc. C'est trop tard. Donc là, on va voir ce que ça a. Alors, avant d'aller voir les conséquences, Mhm. l'armée d'après qui avance, donc c'était par ligne. Alors, en fait, ceux-là devaient aller jusqu'à Coblence, jusqu'à la Moselle, mais comme ils ont pris le pont, ils s'arrêtent pour maintenant aller de l'autre côté du pont. Ça laisse de la place à la troisième Patton. armée, à Patton, Patton. qui avance à son tour. Donc lui, il avançait péniblement, petite rivière après petite rivière, dans un terrain pas du tout favorable. Il se prend autant de pertes pour conquérir un truc qui n'a aucune importance que ce que prend Grenade à la même période pour casser Ah, il a tout bien le fait de venir puis d'être au milieu hein, en plus. Hein. mais c'est son pas heure sa de gloire, meilleure son période. heure de gloire, c'est plus tard. C'est D'accord. juste après. Oui. Ok, c'est Là, donc c'est là, pas la meilleure comme il n'y a plus rien, c'est son tour claque et il avance lui aussi jusqu'au Rhin. Ok. Donc il le fait, il a fini par tout casser. Donc là, ça se fait très vite par contre, puisque c'est une autoroute dans laquelle il n'y a que des gens qui se rendent, en gros, quand il le fait. D'accord. Ok. Donc On là, y est presque là quand même. on là, y est sur le presque. Rhin. Hein. Sauf qu'il reste ça. Un triangle. Oui. Voilà.
et donc qui est bordé entre la Moselle et la ligne Siegfried, Siegfried là. et la ligne Maginot qui est Bon, encore voilà. pour partie. Et plus Donc, le bout du Rhin. là. Donc là, on Bouge pas. rejoint. Bouge pas, Et Germain, la ouais. particularité, c'est que ce segment-là, il est à cheval entre deux groupes d'armées, puisque le nord, c'est Bradley, Moselle. et le sud, c'est Divers, donc le 6e groupe d'armée. Donc Bradley ici. Et Patch. Divers. Enfin, Ouais. Patch, Alors, voilà, ok, là. Voilà. et donc c'est Patton et Patch. Voilà. Voilà. Et donc, du coup, il faut qu'ils Alors, rentrent. il va falloir y aller. La difficulté, c'est que soit ils attaquent à la base, ce qui serait le plus logique pour encercler les défenseurs, étant entendu qu'on a des combats, Sarre-Louis, Sarrebourg, on a des forces qui sont encore Vives, conséquentes. présentes, Voilà, d'accord. oui. Bah, ce sont les forces qui ont été rassemblées pour Nordwind qui sont restées là. On est toujours dans l'enchaînement, là. On est D'accord. en mars. Et donc, plutôt que d'attaquer à la base où les Allemands s'y attendraient, eh bien, ils attaquent par le centre, là, D'accord. voilà, passage de la Moselle, avec, là encore, un nouveau système pas nécessairement planifié. On n'est pas au niveau de planification du Nord. Entre Patton et Patch, Patch attaque par le sud, mais va fixer. Il est face aux troupes les plus solides. Il y a les fortifications. Donc, en fait, il va fixer les Allemands, pendant que Patton, qui lui n'a quasiment plus rien face à la Là. Moselle, il a que les unités qui se sont repliées de la 15e armée et qui ont pu s'en sortir, donc qui passent dans la foulée. Et là, c'est Patton qui va nettoyer l'essentiel. En fait, il va venir par là. Kaiserslautern, il va passer même par Mannheim. hein, Ah, d'accord. Il nettoie tout il ça. Il entoure. Il entoure. Voilà, Il va sur- avec ils Patch font ça, qui quoi. profite de cette percée à un moment donné pour lui aussi pouvoir avancer. Et ils vont se rejoindre. Ils vont même s'encercler, il y a même des divisions qui vont se croiser. Donc il reçoit un message en lui disant bravo pour l'encerclement de 3 armées, dont une des nôtres. Voilà. Alors au lieu de les ramener, ils se les échangent. Puisque chacune est dans la zone de l'autre, comme ils Dire, s'entendent bon, bien, bah, écoute, tu ils prends le s'entendent bien. commandement. C'est un- Voilà, on échange, on Oh, rock, tu prends, on fait un rock, d'accord. voilà, Oh, prends non, là. j'en Et bon. reviens pas. D'accord. Et donc, ils nettoient, cette opération Underton, ils nettoient tout ce Underton. segment et ils atteignent eux aussi le Rhin, Le Rhin. sans pour autant pouvoir saisir de ponts. Tous les ponts sautent également. Mais là aussi, les Allemands perdent un certain nombre de D'accord. forces vives. Et Cette période-là, c'est vraiment une opération. Autant l'opération d'atteinte des rives de la Moselle de Patton n'est pas très Glorieuse. glorieuse, autant celle-là, Patton donne Tout ce la qu'il a. plénitude. Il est derrière ses divisionnaires et ses généraux d'armée. Il relance les initiatives, il varie les axes. On est vraiment dans un Patton qui passe du jour et la nuit, quoi. Flamboyant. Flamboyant. Ouais. Ah, Il fait tout le travail. très- Il fait très tout le efficace. travail. Et il fait tout le Très travail. efficace. Très Oui, efficace. il a les 2 tiers, voire les 3 quarts du triangle. Hein. Ouais. Patch a une partie Ah, bien. difficile Oui, aussi. oui, d'accord. Non, non, Donc, c'est- on ne lui mais enlève c'est rien. vrai qu'il n'atteint pas, il n'a pas les mêmes types de troupes aussi. D'accord. Mais il atteint pas, il passe juste la conquête de cette D'accord, zone-là, de de la cette ligne zone, Siegfried. Donc du coup, Eisenhower est fier de son poulain, entre guillemets, il y a un petit heure de gloire. Et on est à quel moment, là, quand le Alors, Rhin est quasiment sous on contrôle est dans cette rive gauche Vers 22 mars. 22 mars. Fin Qu'est-ce mars qui s'est passé 1945. Alors, et puis, tu repars de Remagen. Il faut que je revienne un petit peu en arrière Je t'en prie. sur cette prise du pont, parce Oui. qu'après la prise du pont, on aurait pu continuer. Oui. On se dit, plutôt que d'attendre d'avoir tout le Tout reste. fini. Mais oui, on avait dit qu'on attendait quand même. En fait, ils mettent tout ce qu'ils peuvent pour tenir la tête de pont. Les Allemands aussi. Hein. Il se trouve que la zone qui est là n'est pas du tout la zone la plus facile une fois qu'on a passé le Rhin. Et on le voit bien sur cette carte, c'est-à-dire qu'on a tout de suite de grandes hauteurs et de grandes collines, boisées. La voie de chemin de fer est en fait un tunnel. D'accord. Et donc, en fait, pas très propice. Tant qu'on n'a pas atteint la route blanche qui est là, qui est l'autoroute nord-sud, qui vient plus loin. D'accord. Pour avancer là-dedans, entre le fait de ne pas prendre de risques pour ne pas se faire reprendre le pont, le fait que le pont il est fait à moitié, et donc il faut faire un nouveau pont dessus, ça prend 2-3 jours, et puis les Allemands qui se défendent, il faut une bonne dizaine de jours pour atteindre l'autoroute, que sur un bout. Hein, ça ne veut pas dire qu'on peut encore circuler nord-sud. Et donc ça avance petit à petit tous les jours, en étendant la tête de pont, D'accord. mais sans pour l'instant encore essayer de percer. De percer. Ok. Alors par contre, les Allemands, eux, tout le plan de défense sur le Rhin est mis à l'eau. Mis à l'eau parce qu'ils sont obligés, alors qu'ils voulaient avoir une défense un peu partout, tout ce qu'ils ont comme nouveau renfort, ils sont obligés de la ici. mettre là. Ok. Ça devient un abcès de fixation. D'accord. Il n'y a pas des grands gains alliés, sinon ça devient... C'est un Colmar inversé, mais à vocation offensive cette fois-ci. Voilà, Pour nous. donner des, voilà. Oui, bah oui, tout à fait. Au final, ça attire. Et il y a le choc symbolique Alors là, très et fort. psychologique.
Le Rhin est franchi. Le Rhin est franchi. Ça se sent. Ça se sent sent des deux côtés. Des deux côtés. C'est-à-dire que pour les Allemands, c'était la dernière défense naturelle très importante. Après, il y a plus- C'est pour ça qu'ils essayent par tous les moyens, Ouais, les hommes grenouilles, etc., de revenir. Évidemment, Hitler est furieux, comme on peut s'y attendre. Commission d'enquête, fait exécuter. Tous ceux qu'il Super. a sous la main. Ceux qu'il arrive à trouver, parce Voilà. qu'il Il en pas. trouve Non, ils sont rendus aux Américains. C'est pas rigolo en fait, hein, parce qu'au final, réellement, j'imagine que sur place, effectivement, tu fais bon, tenez, voilà, tenez ma Le carte. problème, c'est qu'il fait exécuter la famille aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah bon, Ouais, donc oui, donc c'est quand même. Ouais, Et bien sûr, ça change toujours le plan. Et puis, choc psychologique allié, c'est-à-dire que le Rhin était le gros obstacle, on l'a franchi. Et en plus, c'est nous les Américains. oui, c'est ça. Il C'est a ce, que, franchi. c'est ce que je disais tout à l'heure. Eisenhower doit être ravi, Ah ouais, ils son sont, copain. ravis. son copain. Tous les champs, c'était son favori, Bradley, Hodges, c'est ses favoris qui sont passés. Il y a juste le commandant de corps d'armée qui se fait Ah oui, éjecter il vire, parce que lui, il n'était pas aimé et donc on ne voulait pas que ce soit lui. Donc on le remplace. Il y a un- Après la réussite. Oui, on lui reproche de ne pas avoir exploité, je crois, et on dit on en met un autre qu'on préfère. Oh, les petits joueurs. Mais c'est Ah, c'est non, mais mesquin, c'est- ça, c'est- mesquinerie c'est- de fin de guerre. petits joueurs. Oh là 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 là. Il est trouve dépossédé de ce secteur alors que. et- C'est énorme. Ouais, d'accord. Ouais, génial. La conclusion, c'est que de toute façon, en 6 semaines, finalement, l'armée, on va dire, allemande à l'ouest est quasi détruite. Parce que largement, ouais. parce que c'est ça la conséquence. Hein. Mhm. Là, c'est pas une armée qui a battu en retraite. Ouais. C'est une armée qui a armée qui a combattu, combattu c'est une pied à armée qui pied. a été détruite, qui a perdu énormément de matériel. Mhm. Et aujourd'hui, à cette date-là, en effet, on a donc tous les alliés qui sont sur le Rhin et qui sont prêts à franchir le Rhin. D'accord. Qui l'ont même passé. Donc, Et voilà, bon, même si ce pont a été pris, après, il y a à l'époque des moyens de franchissement, il y a des moyens énormes du génie qui permettent de toute façon de franchir le Rhin. Oui, Et là, ça c'est-à-dire y que on est arrivé pour la deuxième phase de l'opération, c'est franchir le Rhin. Et on va voir, et ça se fait de. Vas-y. Le Rhin, c'est un objectif psychologique qui fait qu'on a découvert que toutes les armées préparaient leurs moyens de franchissement, y compris la première armée française. Ils ne pourront pas les utiliser nécessairement pour des questions de mobilité, mais tous, depuis l'automne, préparent le franchissement du Rhin. Bon, il y a d'autres cours d'eau à franchir aussi, donc c'est pas Ouais. perdu. Ouais. Mais tous préparent, toutes les armées du front préparent de leur côté, ont Voilà leur petite école de l'aspect, canotage, ouais, d'accord. y compris les L'aspect Français. psychologique. Donc qu'il il y a avait l'aspect autour du Rhin. psychologique. Physique. Une armée est détruite, Oui. une autre armée va se régénérer. Aura-t-elle le temps de pouvoir se régénérer pour atteindre une qualité suffisante? Vous le saurez. Vous le Non, saurez. non, au prochain. Non, Non, mais voilà, On va c'est finir. parce que On les en- Allemands, mais il y a on en est encore là. une armée allemande derrière, mais c'est toujours pareil. Il y a des steps de qualité qui sont perdus à chaque fois. À chaque fois. Voilà. D'accord. Ah, Mais il y a encore du monde. hein. faut passer. Là. Fin mars. Faut passer. Et donc, Fin on mars va voir, 45. il se passe, le Rhin est attends. franchi, on va voir Non. de deux façons complètement différentes. Puisqu'on a d'un côté les Anglais qui vont Canadiens, faire. ouais. Alors là, c'est plus trop les Canadiens Ah, pour, ça y est, pour ils ce sont- coup-là. D'accord. Les Anglais et les Américains qui, donc, ils aiment les opérations préparées. Mhm. Voilà. Et donc là, pareil, prévu depuis des mois, grosse opération aéroportée, on va avoir un franchissement massif sur 30 km, plus 2 divisions aéroportées. On est en train de se refaire un peu le débarquement en Normandie en plus petit, en fait. Quoi. D'accord. Sachant que... Et Arnhem aussi. Ouais, Et Arnhem. ouais, On c'est un- envoie des divisions Petit de para, cocktail. oui. D'accord. Et sachant que on vient de détruire l'armée qui est en face. Alors, ils ont remis des mecs, Ouais. mais il n'y a rien à faire. Entre le fait qu'on vient de les détruire et que Là, tous c'est les passé. nouveaux arrivent- Tous les nouveaux arrivent sont par placés ici. ici. Bon, on met vraiment beaucoup de moyens, au point qu'on peut... c'est tellement démesuré par rapport à la Ce qu'il y a en défense, face. parce qu'évidemment, ça passe comme dans du beurre et ça va très bien. D'accord. Il y a un aspect de spectacle qui est là-dedans. C'est la dernière grande opération aéroportée. Tous les journalistes, évidemment, sont là. Montgomery la dirige en étant sur scène. Bien sûr, Eisenhower, son chef, est évidemment là pour ce grand passage. Il y a aussi des Américains. Mais on amène Alan Brooke, le patron de toute l'armée anglaise. On amène Churchill qui vient voir enfin le passage du Rhin par les Anglais, donc qui est sur place, qui prend la première occasion pour aller de l'autre côté voir ce qui se passe. On a un petit déjeuner sur l'autre rive. Prendre les photos. Ah, et il repart repart après. et on revient. Photo, il faut non. le tirer, c'est-à-dire qu'il est tellement content d'être là. Que lui, il reste un petit lui, peu. lui, il reste. Sautier, petite balade. Et c'est Prime ce type, il faut que l'officier américain, il est dans le secteur américain de Simpson, ici, il
Donc il y a quand même quelques obus qui continuent à tomber à droite et à gauche. Il faut que Simpson vienne le voir et lui dise Ça serait bien qu'on y aille. Monsieur le Premier ministre, je ne peux plus assurer votre sécurité, il faut rentrer. Quoi. On est vraiment dans le dernier quart d'heure, tout le monde veut toucher la balle, tout le monde veut marquer un but ou faire un dribble, voilà, pour continuer dans l'image. Oui, c'est ça, l'actualité. Ça fait quand même plusieurs milliers de morts du côté allié pour y arriver. Il ne faut pas. Alors que lui, il fait un petit déjeuner, sur l'herbe. Oui, enfin, sur le bord de. Il y a aussi, je ne veux pas dénigrer, mais il y a aussi la volonté de montrer qu'on maîtrise des opérations sur lesquelles jusqu'à présent on avait parfois raté quelque chose, que ce soit Arnhem, que ce soit le débarquement de Normandie avait été maîtrisé aussi quelque part. Mais là, voilà, il y a vraiment un aspect démontré qu'on maîtrise les opérations combinées, interalliées, avec de l'aéroporté, avec un passage de vive force, avec une exploitation immédiate, un timing parfait, voilà. Donc voilà, et il y a une volonté. La suite se prépare. On prépare son CV. Voilà. On prépare son CV. La suite se prépare. L'opération, donc, elle s'appelle Plunder Varsity. Elle a sa part de risques ou de difficultés techniques. Tout se passe vraiment très bien dans la coordination entre les parachutages et ce qui se passe à terre, etc. Néanmoins, quand on regarde les rapports de force et qu'on sait après, on voit bien qu'ils ont mis plus que toutes les chances de leur côté. Et puis... Et avec Varsity, avec Plunder et Varsity, ils passent au nord de la roue. Oui, ils passent au nord de la roue, ici. Donc, toc, ils y sont au nord de la roue. D'accord. On avait laissé Patton qui venait d'enfoncer tout le grand triangle là-bas. Ravi. Et Patton ne s'arrête pas. C'est-à-dire, dans la même foulée, on a un franchissement du Rhin. Il passe à Mayence ou Mayence. Non, il passe par là. Worms. C'est pas dessus. Non. Non, il passe par là. Ouais, bon. Un peu au sud. Oppenheim, c'est un point qui passe sur la carte. Donc dans la foulée, alors Cleland continue à avancer, et il leur donne non, mais vous arrêtez pas, c'est pas parce qu'il y a un fleuve que vous allez vous arrêter. Vous continuez, donc avant même que ces mecs soient arrivés sur la rive, il leur dit vous passez. On y va. Et comme ils préparent le franchissement de tout depuis des mois, en fait leur matériel de génie n'est pas très loin. Donc lui, c'est exactement l'opposé, c'est d'un coup de main. Spontané, mais qui n'est pas non plus improvisé. C'est-à-dire improvisé, il n'est pas improvisé dans le sens où l'unité qui passe, c'est une unité qui a déjà franchi plein de cours d'eau, elle est à effectif plein, elle a le matériel de génie directement. Je trouve que la zone dans laquelle elle passe est une zone très favorable au passage, parce qu'il n'y a pas vraiment de courant, parce qu'il y a la rive opposée est plate. Mais il en profite. J'attends pas une seconde, je passe. D'autant plus que, en fait, il connaît la date du truc au nord. Ouais. Il sait que le truc au nord, c'est le 23 mars. Il faudrait que ça soit un peu avant. Et il passe le 22. Et il écrit. Là, on n'invente pas, on ne brode pas. Non, c'est assumé. Ils vont passer le 23. Moi, je pourrais dire petit drapeau, comme sur la Lune. On était le 22. Non, mais il refait le coup de la Sicile. Il fallait arriver le premier à Palerme. C'est fou ça. Et son. Mais c'est quand même très bien fait. Messine. Son deuxième. Messine, pas Palerme. Son l'eau dirigeant. Patch, donc, qui est l'autre armée, lui doit finir de nettoyer la zone qui est là, ce qui prend quelques jours de plus. D'accord. Il va finir aussi par passer du côté de Mannheim, un petit peu au sud, quelques jours après vers le 28 mars, autant que je me souvienne. D'accord. Là, la défense se fait. Et De Gaulle veut que les Français passent aussi. L'ordre est de passer même à la nage. Donc, leur matériel n'est pas prêt. Et donc, avec des petits canaux. Pneumatiques au départ, à 100, 200, 150, etc. Ils passent sans ordre, sans que ça soit prévu au nord de... Vers le 1er avril, à peu près par là. On est un peu à la bourre, quoi. Non, c'est plus non, c'est là. Il passe là? Oui, d'accord. Je vous promets. Karlsruhe, là? Il passe au nord de Karlsruhe, en Allemagne. Et on est en avril. Alors, on est en avril. Donc, ça y est, tout le monde est content, tout le monde a mis son petit pied de l'autre côté du Rhin. Et ceux-là aussi, ils passent. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, maintenant qu'au nord, on a posé nos parachutistes, on a passé, ça y est, maintenant on va pouvoir attaquer franchement ici. Ouais. Puisqu'on a pris ça. Tac. Et donc c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que les Alliés font, c'est surtout ça qui est important, font une vraie percée, et leur but ici c'est d'encercler la roue. D'accord. Et c'est ce qu'ils vont faire. Donc tu nous l'expliquais dans la première émission, ils ne cherchent pas à entrer dans le combat urbain qu'il y a autour de Essen, etc. Ouais. On l'encercle premièrement. On l'encercle premièrement, c'est ce qu'ils font. Donc ils vont créer un grand encerclement, donc ce qui revient à neutraliser totalement la capacité industrielle, qui était déjà quasiment nulle à cause du bombardement des voies de communication. Et à partir du moment où le Rhin est tenu,
la Roure est alimentée en charbon par le trafic fluvial. Donc en fait, c'est pour ça aussi qu'il fallait défendre en avant du Rhin, parce que le Rhin lui-même, c'était la neutralisation d'une très grande partie de la Roure. Ok, Ouais, d'accord. Il y a un aspect les deux économique, poumons, le voilà. poumon du poumon et le poumon lui-même, parce que du coup, il y a Donc là, il perd. étranglé. Donc il y a une période d'une dizaine de jours dans lesquels la défense allemande est complètement dépassée à peu près partout. C'est D'accord. dans cette zone, c'est au nord, c'est aussi au centre, jusqu'à cet encerclement. Donc tout le monde avance. Alors on a une carte, je crois, qui montre par exemple Ouais, à quoi la carte ressemble l'avance. stratégique, voilà, c'est Voilà, celle-là. à quoi ressemble l'avance au nord, Wow. si on peut la mettre. Avril, hein, c'est ça? Vous voyez, c'est ça, à partir de 28 mars en gros. 28 mars, courant Donc du vous mois d'avril. voyez en bas à gauche, en gros, enfin centre-gauche, la poche de la Roure qui est créée. Et puis ça, c'est l'exploitation au nord avec aux Pays-Bas. Alors aux Pays-Bas, il y a un petit événement qui se passe. Donc c'est des Canadiens qui rentrent aux Pays-Bas, très bien. Et ils sont accompagnés d'un lâcher de parachutistes français. Donc il y a 7 et 8 avril. Ouais, il y a des sortes de commandos Avec français. des jeeps avec des mitrailleuses sur le capot, là, les SAS, c'est ça. Enfin les espèces de... Les jeeps aussi, elles sont parachutées? Quelques-unes, mais Ou, pas ou beaucoup, je infiltrées. D'accord. Et qui les accompagnent, qui vont. Alors, c'est un truc qui n'est possible qu'en territoire ami, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire ça en Allemagne, parce qu'il faut un minimum de soutien de la population. Mais là, c'est aux Pays-Bas. Donc, il y a quelques centaines de paras-français qui sont en accompagnement des Canadiens aux Pays-Bas. Et puis, on voit sur la carte les différentes voies d'exploitation qui avancent jusqu'à prendre les grands ports comme Hambourg, puis Brême d'abord, puis Lübeck, Hambourg. Kiel. Lübeck, Kiel à la toute fin. Ouais. Donc, Tout ça se fait autour de cette poche de la Roure, hein, ouais, on le voit bien. Hein, ouais. c'est- La poche de la Roure, elle se rend. Parce que une fois qu'ils ont fait la poche, ils la réduisent tout de suite. Elle se rend le 16 avril. Elle se rend définitivement le 16 avril, donc ça prend quand même 2 semaines de plus pour qu'elle se rende. C'est important de signaler que la Roure, il y a un aspect, à la date où elle est encerclée, la Roure n'a plus de production. Donc D'accord. on pourrait considérer que c'est plus un objectif. Et d'ailleurs, on questionne il faut dans encore le c'est livre symbolique. l'élément. Mais il y a un aspect symbolique très fort, notamment du côté allemand. Et c'est là où on va avoir des réactions qui commencent à devenir atypiques, notamment la réaction du maréchal Model, qui va se suicider, un nazi convaincu, bon. Il mais est dans qui cette avant de poche, se C'est lui qui suicider, commande en fait. C'est lui qui il ne commande. se rend pas, il dissout l'armée. C'est-à-dire qu'il rend à la vie civile tous les soldats. C'est-à-dire que c'est quelque chose pour un officier prussien, ou en tout cas de l'institution militaro-industrielle allemande, c'est quelque chose de très particulier. C'est-à-dire qu'il rend un arrêté où il dit, voilà, vous n'êtes plus lié par l'ordre Par quoi que militaire, ce soit. vous devez redevenir civil, vous êtes démobilisé, voilà, vous êtes démobilisé. Je dissous l'armée et après je vais me suicider dans une forêt quelque part parce qu'il est évidemment mouillé dans je ne sais combien de crimes de guerre. Sur le front de l'Est, de toute Sur le façon, il est front de recherché, il l'Est sait qu'il et passera pas lui à voilà. travers le filet. Et puis c'est un nazi convaincu. Mais voilà, on commence à voir, et ça, ce qui se passe dans la Roure, bon, il y a des combats jusqu'au bout, mais il y a aussi un aspect, il y a un déclic qui se fait, qui va, la guerre change de forme après. On est dans quelque chose qui va devenir complètement différent, avec des combats très durs parfois, des espèces de courses-poursuites d'autres fois, des combats de soldats américains et allemands contre des SS. Je veux dire, on retrouve là à partir de Alors là, maintenant, à partir de fin, c'est ça, à partir de multifacette. mi-fin avril, ça devient kaléidoscopique jusqu'en Autriche, quoi, voilà. mais Ah bah oui, c'est jusqu'au sur les. 9 mai. Alors, c'est ça. Et là, ça s'arrête pour de Alors, bon. oui, ça dure jusqu'au bout, et comme toujours, entre la date où on décide d'arrêter Oui. et le moment où ça s'arrête pour de vrai, il y a quand même D'accord. 48 heures le temps que ça se passe. Ouais. Mais les derniers prisonniers de guerre que les Allemands prennent aux Américains, c'est le 5 mai. Oui, parce qu'il y a encore des combats et Même là, des ils en ont fait- opérations. ils ont fait hein, quelques oui, il y a- Pour prisonniers. 2 jours, Pour 2 ils jours. ont pris 2 parachutistes, donc en plus des troupes d'élite. Deux parachutistes qui ont été libérés 3 jours après. Ouais, Voilà. c'est ça. Mais c'est ce qui arrive. Vous avez aussi des. Voilà, enfin, on continuera sur il y a une rumeur qui dit que on sera détenu par le camp contre lequel on tire le dernier coup de feu. Donc beaucoup de soldats qui arrivent, parce que là les fronts vont se rejoindre bientôt, Entre- beaucoup de soldats ils entre disent les on va Russes. tirer un dernier coup de feu contre les Américains. Et ensuite, donc c'est une espèce de rumeur populaire, hein, parce que c'est pas vrai, mais ça se répand dans l'armée allemande et donc ils tirent juste un dernier coup de feu avant de se rendre Pour aux dire, Américains non, pour c'est- dire je suis votre prisonnier, ne me livrez surtout pas au Derrière, rouge. sérieux. Ah oui, oui, quand alors même. qu'ils vont être livrés pour certains d'ailleurs, mais Malgré tout. voilà, ouais, mais Oui, on n'en est pas encore tout à fait là, mais voilà, ça va aller vite. maintenant. Comment est-ce que là, la communication entre Alors, les deux fronts qui s'est restreinte, eh. comment est-ce que Oui, ça se mais goupille? même avant d'en arriver à cette Voilà. communication opérationnelle, Voilà. bon, je pense qu'on peut même remonter encore d'un cran
avec la question que tout le monde se pose, c'est Surtout toi. quel est, tout le monde se pose, quel est l'objectif finalement aussi stratégique au-delà du franchissement du Rhin et bien évidemment de briser définitivement la capacité industrielle de l'armée allemande en prenant la Ruhr. Et finalement, c'est pour aller où? Et tout le monde a évidemment une ville en tête, c'est Berlin. Voilà. Et donc, que fait-on avec Berlin? Alors, avant d'aborder Berlin, je pense qu'on pourrait déjà voir, parce qu'il y a d'autres rumeurs, parce qu'on est à une époque de rumeurs, il y a l'histoire du réduit alpin. On imagine qu'Hitler va se réfugier dans le Tyrol. Bon, c'est une auto-intoxication, puisqu'en fait, au départ, c'est une crainte reprise par la propagande américaine qui intéresse le chef de la région en disant « tiens, ça va me donner du pouvoir », donc il la réutilise à des fins de propagande. Donc, il y a des aspects d'auto-intoxication qui sont très importants. Dans les archives, notamment côté français, qu'on peut consulter, on trouve d'un coup une pléthore de messages d'agents dans les lignes ennemies du deuxième bureau, enfin du bureau des renseignements, et donc on voit très clairement des aspects d'intoxication. Ils ont des codes. Il y en a un, j'aimerais bien connaître son identité, c'est Bruno. Là, j'en ai trouvé plein de messages où il racontait des choses parfois vraies, parfois complètement fausses. On le sait après coup. Mais c'est important déjà de relever, et je reviens un peu à ce que j'avais dit au début, c'est-à-dire que les combats ne s'arrêtent pas. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, il faut remplir la carte. C'est comme quand on remplit une couleur, c'est-à-dire que tant qu'il y aura un territoire où il y aura des Allemands, il y a un risque de combat. Ça ne veut pas dire que les combats sont systématiques, loin de là, mais les combats ne s'arrêteront pas jusqu'à la fin de la guerre. Donc il faut continuer, Donc les opérations continuent. Ça continue à faire pas mal de victimes. Il y a des plans, des combats, des deux côtés, sur toute la longueur du front. Un peu moins coordonné, c'est plus par poche. Oui, d'ailleurs, ça crée des surprises quand il y a une résistance allemande un peu organisée, parce qu'ils ont perdu l'habitude. Après une semaine. Ils ont perdu l'habitude. Non, mais ils ont perdu l'habitude. Et donc, des fois, l'attaquant le reconnaît et s'organise et ça marche. Parfois, il le reconnaît moins et il reste bloqué à un endroit pendant un petit moment. Pendant un petit moment, ça peut être pendant 10 jours, ce qui est beaucoup à ce moment-là. Oui, parce que ça avance partout ailleurs. Sur Berlin. Une question, c'est-à-dire que j'ai maintenant capturé la zone industrielle, la Ruhr, qu'est-ce qui reste pour finir la guerre? Le centre politique qui est à Berlin. Et là, il y a quelque chose qui se passe, alors que la poche n'est pas encore fermée, on est avant la fermeture de la poche, il y a une communication directe d'Eisenhower vers les Russes, ce qui n'était quasiment pas arrivé jusqu'à présent. On en avait parlé, quand ils veulent se parler avec les Soviétiques, passe par l'échelon diplomatique, etc. Là, Eisenhower envoie un message directement à Staline. D'accord. Il lui écrit « Cher Joseph, virgule. » Non. Si. J'exagère, mais c'est ça. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, voilà, comme on est en train de se rapprocher les uns les autres, moi, mon intention, c'est de me concentrer sur le centre de l'Allemagne. Donc l'objectif, c'est Leipzig et Dresde. Donc le centre de l'Allemagne, ce qui signifie, et Staline le comprend tout de suite, ce qui signifie, Berlin ne m'intéresse pas. Blabla. Ça, tu vas voir. Écoute, Eisenhower écrit ça directement à Staline. Donc il viole toute la ligne hiérarchique, parce qu'il aurait diplomatique. Déjà, il a quelqu'un au-dessus de lui, c'est Marshall, qui est le patron des armées. Ah oui, c'est vrai. Il commande quand même il y a le ministère des Affaires étrangères américain. Il y a les Britanniques. Il y a le président des États-Unis. Et puis il n'en parle pas aux Anglais. Il n'en parle pas aux Anglais, parce que surtout, on ne va pas leur dire. Il n'en parle pas à ses subordonnés non plus. C'est-à-dire Bradley n'est pas au courant non plus. C'est une initiative personnelle. Une initiative personnelle, le 28 mars, j'écris. Il sait comment le faire, parce qu'il a eu l'occasion d'envoyer un message pour autre chose 3 mois avant. J'écris directement à Staline, j'écris pas à un général en chef. Non, j'écris à Staline. Je vais prendre l'Allemagne centrale, c'est ce qui m'occupe. On s'arrête sur l'Elbe, on va dépasser, en tout cas on va avancer l'Allemagne du Nord, sur il précise, je crois, il précise Lubeck, non? Non, c'est un ordre qui va donner. Il dit juste, j'avance. Et donc Staline comprend très très bien le message qui est, tiens, il ne s'occupe pas de Berlin. Donc Staline s'empresse de répondre, parfait, ça convient tout à fait à mon idée. Berlin n'est pas un objectif pour moi non plus, alors qu'il met tous les moyens dessus. Regardez non mais c'est fini Berlin. Regardez les jeux. C'est très surfait. Qu'est-ce qui se passe? Alors au moment où cette décision est prise, donc la poche de la Ruhr n'est pas fermée encore. Pas encore, oui. C'est 2 jours avant qu'elle se referme. Ils sont à encore 250 km de Berlin. Et puis, donc, on l'a vu, pour aller vers Berlin, il vaut mieux passer par le nord de l'Allemagne, qui est la zone essentiellement des Britanniques. Puis c'est plat.
Et il y a quelques rivières, mais c'est très plat. C'est la grande plaine germano-polonaise. Ça peut être aussi. Ouais, des deux côtés. Et il y a des routes. Il reste quelques Allemands qui se battent ponctuellement, mais on sent bien que c'est plus très vif, en tout cas dans cette zone. Donc Eisenhower prend cette décision. En même temps, le franchissement du Rhin, il était avec une armée américaine et une armée anglaise qui était sous ordre britannique. Oui. Il dit non, l'armée américaine, on la remet sous ordre américain. On la laisse là, mais c'est Bradley qui s'en occupe. C'est Bradley. On rassemble un petit peu toutes les troupes. Voilà, je redonne à Bradley. On est entre nous. On est entre nous. Ok. Et donc, question, c'est pourquoi est-ce que Eisenhower agit de la sorte, prend cette décision. Alors, il met tout le monde devant le fait accompli. Hein. Alors, il se passe toute une série d'événements. C'est que dès que les Anglais sont au courant, ils protestent en disant que c'est pas possible de faire ça. Berlin, c'est trop important, on ne peut pas le laisser tomber. Tout ce qu'on prend, de toute façon, ça nous servira dans les négociations d'après-guerre. Et puis, la valeur symbolique de Berlin est majeure, politique. Sachant que tout a déjà été décidé à Yalta sur les zones de contrôle de l'Allemagne. Mais, au niveau politique, il n'empêche qu'au niveau militaire, tant que les combats ne sont pas finis, je ne vais pas m'arrêter sur une ligne. On ne s'arrête pas sur un pointillé sur la carte. S'il faut aller taper plus loin, il tape plus loin. D'ailleurs, ils ne se gêneront pas dans d'autres zones. Voilà, c'est ça. Notamment, on peut se planquer derrière la ligne tracée sur une carte. Oui, c'est ça. Ils le font d'ailleurs, ils vont empiéter sur la zone russe dans certains endroits. D'accord. Et il se passe aussi un autre phénomène dont Eisenhower n'est pas conscient, il ne le sait pas, mais il se trouve que c'est là, c'est qu'en fait, le pouvoir politique à ce moment-là aux États-Unis, il n'y a pas de pouvoir politique puisque Roosevelt au stade terminal de sa maladie, il souffre de la polio, et en fait il meurt 2 semaines après, le 12 avril si je me souviens. Et donc quand Eisenhower décide ça le 28 mars, ça remonte tout en haut, Churchill écrit tout de suite à Roosevelt, 3 jours après, mais Roosevelt n'est plus en état, n'est plus du tout, n'est plus physiquement en état de gérer quoi que ce soit. Parce qu'il est il va mourir à l'article de la mort, il est extrêmement malade. Et donc c'est la réponse, même si elle est signée de la présidence, elle est écrite par Marshall, qui est de dire, en d'autres termes, écoutez, Eisenhower étant sur place, c'est lui qui doit le mieux savoir ce qui se passe, on lui fait confiance. C'est-à-dire, je ne veux pas le savoir, voyez avec lui. Voyez avec lui. Et là, Churchill, qui a bien compris le changement des rapports de force, se soumet. Et donc impose à Montgomery un rôle de plus en plus subalterne, puisqu'il va avoir juste à nettoyer le nord de l'Allemagne, comme on l'a vu sur la carte. Mais Eisenhower n'en a pas fini avec cette décision, parce qu'après, maintenant, une fois que Montgomery est décalé vers le nord, qui est en meilleure posture pour aller à Berlin? C'est pas son pote? Ce sont ses amis, qui d'un coup se diraient pourquoi pas. Et il va continuer à maintenir ça, à leur imposer à eux aussi sa décision. Non, ce qui se passe, c'est que eux, une fois qu'ils ont la poche, ils continuent à avancer. Alors que Eisenhower a décidé, curieusement, il ne transcrit pas ça en un ordre à ses subordonnés. D'accord. Parce qu'il y a une telle tension politique qu'il a quand même un peu peur, et puis on ne sait pas comment ça va tourner. Donc c'est pas écrit. Il veut l'imposer, mais il ne le dit pas. En sous-main. Il ne le dit pas au niveau d'en dessous. Il ne donne pas un ordre disant stop. Et il se trouve que les mecs qui sont là, ils continuent à avancer. Et ils avancent très vite. Ils ont trouvé une autoroute qui est en blanc, et puis on le voit très bien sur. Alors c'est sur la carte. Avec les opérations. La carte avec les opérations. Donc c'est une des flèches. Magdebourg. Une des flèches qui est à peu près au centre. La 19. C'est ça, la 19. La 19. Ils continuent d'avancer. Ils ont trouvé une autoroute. Ça avance. Alors en plus, eux, ils sont magnétisés par Berlin. Ils y pensent tous, à tous les niveaux. Non mais c'est ça, à tous les niveaux. C'est tous les niveaux de commandement. Le troupier, Berlin, c'est ça le dernier objectif. On fonce, on avance. On dégage tout ce qui reste. On s'organise. Et il y a encore un énorme fleuve en Allemagne. C'est l'Elbe, qui est un fleuve comparable au Rhin en termes de difficulté à franchir. Et les mecs, hop, prennent une tête de pont, arrivent directement à le passer, d'un coup de main, clac. Pomme. Clac. Et donc, c'est les Américains. C'est des Américains. Donc 2 semaines après la décision d'Eisenhower, ils sont à 120 km de Berlin, de la chancellerie. Ils sont à 80 km des faubourgs et à 120 km de la chancellerie du Reich. Et là, c'est des Américains. Et c'est eux qui y sont. Et on est vers le 12 avril. Donc bien avant les Russes. Bien avant les Russes. Les Russes n'ont pas encore attaqué. Ils attaquent même le 16 avril. C'est ça. Ils sont les 4 jours plus tard. Les Russes sont à 80 km de Berlin, ou 100 km de la chancellerie. Les Américains. Alors maintenant, les Russes ont
masser toutes leurs armées dessus, hein, et puis les Américains, c'est l'extrême pointe de leur Oui, c'est ça. Pas non plus, D'accord. Oui, mais là, une fois encore, c'est un petit peu, si je comprends bien, c'est un petit peu à celui qui mettra le drapeau le premier. Ouais, même si c'est avec une petite tête de pont, non? Il reste des Allemands. Hein. D'accord, ok. Les Allemands ont encore leur mot à dire. Et on ne saura jamais quelle aurait été la réaction des Allemands à une poussée des Américains. Parce que la réaction à une poussée des Russes, c'était ils massaient des lignes. On l'a vu. On l'a vu d'ailleurs. C'est ce qui s'est passé. Mais est-ce qu'ils auraient aussi maintenu, parce qu'ils avaient des réserves toujours, donc est-ce qu'ils auraient mis leurs réserves face aux Américains ou est-ce qu'ils auraient tout misé vers les Russes? On ne saura pas. Parce que c'est pas clair. Eux, après-guerre, ils disent on aurait tout mis face aux Russes. C'est pas certain. Mais en attendant, on ne le sait pas. Mais c'est vrai qu'il y avait un risque de combat. Hein. La résistance pouvait se raidir dans les faubourgs de Berlin. Eisenhower maintient sa décision. Et là, il l'annonce. Quand ça revient, c'est-à-dire Simpson, qui est notre général qu'on a vu depuis le franchissement de la Ruhr, qui est devant, qui a prévu son plan pour avancer jusqu'à Berlin, qui le montre à son supérieur Bradley. Il vient le voir en disant « ça y est, voilà ce que je vais faire à partir de demain, Berlin, autoroute, je fonce tout droit ». En fait, il reste de défense, hein, c'est pas une promenade de santé. Il y a un historien qui prétend qu'il n'y avait rien derrière, mais qui s'est tombé. Oui, qui hallucine, qui a voulu faire du buzz. Du buzz, c'est ça. Il y avait de la défense. Oui, il y avait de la défense. Et donc, il va voir Bradley, son chef qui est au courant que Berlin, on va peut-être pas y aller, mais Bradley prend son téléphone, appelle Eisenhower, lui dit « Ike, j'ai Simpson ici avec moi, Berlin, alors ?» et il fait « raccroche » et dit « non, pas de Berlin ». Et donc, donc la décision, et donc Simpson qui apprend qu'il n'y a pas à Berlin, mais son chef n'a pas osé lui dire en face, alors qu'il était là, s'est planqué derrière le coup de téléphone à Eisenhower, parce qu'il n'assume pas non plus et qu'il aimerait bien peut-être secrètement. Donc Guillaume, pourquoi on ne va pas à Berlin maintenant? On comprend plus. J'ai juste une petite. Oui, justement. Et puis j'ai juste même une question encore avant. Eisenhower, par rapport à la situation politique des États-Unis, est au courant? Non, il ne sait pas que Roosevelt est à l'article de la mort. Donc on ne peut pas, je le dis comme ça, mais on ne peut pas subodorer que lui avançait déjà son pion pour éventuellement la suite. On n'en est pas là. Non, il est élu en 52, hein, bien après. D'accord, bien après, il ne le sait pas. Non, pourquoi? Si on cherche les raisons pour lesquelles il ne veut pas aller jusqu'à Berlin, on peut essayer de trouver des raisons techniques, disant j'ai pas les moyens, etc. En fait, ils n'ont pas vraiment essayé. Ils auraient pu continuer encore à avancer. Même si c'était que la petite tête d'épingle. Ils ne sont pas arrêtés. Ils sont arrêtés sur ordre. Au moment où ils décident de ne pas aller sur Berlin, il n'y a pas de résistance encore. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aurait pas eu. Mais il y a défense, mais c'est pas ça. C'est pas ça qui les a arrêtés. Non, il y a défense seulement, mais ils n'ont pas essayé de passer néanmoins en force. C'est pas ça. Donc on ne sait pas. Peut-être qu'ils n'y seraient jamais arrivés. Comme dit Cédric, on ne peut pas savoir. Est-ce qu'il y a des raisons est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à faire que Berlin? Si par exemple il y avait un autre truc aussi important, il n'y a rien d'autre aussi important, toute l'industrie est prête. Donc le dernier objectif, c'est Berlin. C'est Berlin, c'est-à-dire quand il dit je veux aller prendre le centre de l'Allemagne, etc. Est-ce que c'est une question de respect de la zone russe, en disant je n'empiète pas dans la zone russe? Alors il a dit à Staline, moi je veux aller prendre Leipzig et Dresde. Ce sont deux villes dans la zone russe. Malgré tout. Oui. Et puis Staline lui a dit très bien, allez-y, moi ça me va. Donc c'est pas ça. C'est pas je veux respecter la zone. Et ils vont. La preuve. Bon alors quoi? Jusqu'à Dresde. Eh bien, diplomatique avec d'autres. Quand il prend la décision, français, anglais. Quand il prend la décision, la poche n'est pas encore fermée. Oui. Il me dit stop. Et donc il faudra qu'elle se ferme. On ne sait pas combien de temps ce qu'il va y avoir dedans pour la prendre. Et s'il faut aller jusqu'à Berlin, c'est quand même à ce moment-là les Anglais qui sont les mieux placés. Toujours. Donc une raison, en tous les cas, qui n'est jamais dite comme ça, c'est ça me fait vraiment trop mal au cœur que ce soit les Anglais qui aient une chance de l'avoir. Donc plutôt, comme si je veux y aller, ce serait plutôt les Anglais, je vais plutôt dire que je n'y vais pas. Du tout. Personne. Voilà. Personne. Parce il n'y aura pas de course. Et donc, en effet, 2 semaines après, c'est les Américains qui sont les mieux placés. Mais là, Eisenhower, dans sa personnalité, Eisenhower, il ne revient pas sur une décision qu'il a prise. Ça lui pose un énorme problème d'avoir écrit quelque chose et de dire après quelque chose de différent. Il est toujours très politique comme ça. Il ne fait jamais ça. Donc, comme il est conscient que s'il écrit un truc, alors, et que c'est faux, il aura du mal à revenir, qu'il reste plutôt toujours dans des trucs un peu ambigus, un peu ouverts, il le sait. Sauf que là, pour Berlin, il a pris une décision qui était tout à fait ferme. Je n'irai pas. On n'y va pas.
Donc, c'est pas le sort est joué et Berlin n'est plus dans la ligne d'avancée des troupes américaines. Alors que c'était un objectif même pour lui depuis le débarquement. Hein. C'était Berlin. Il se planque derrière toutes sortes de raisons. À un moment donné, il y a une telle pression qu'il dit écoutez, si vous voulez que j'aille à Berlin, dites-le-moi. Vous avez qu'à me leur donner. Ça. Marshall, son chef, dit moi, je fais confiance à Eisenhower, demandez à Eisenhower ce qu'il en pense. Le climat est tendu et au final, ça arrête tout le monde. Roosevelt est au court-circuit. Quand Truman prend la présidence, il ne connaît pas le truc, il n'est pas là pour. Et puis c'est déjà joué là. Le sort est jeté. Voilà. Un tout petit peu, on a vu qu'il fallait que tout le monde un petit peu débarque, même De Gaulle a débarqué, etc. Il continue, mais ça ne se jouera pas sur Berlin de toute façon, non. Y compris pour les Anglais. Non, les Anglais, non. Donc les Russes avancent, ils communiquent entre eux et ils finissent par Ils finissent par se rejoindre le 25 avril. Donc, en fait, dans la zone qui est au nord où ça se passe, les Américains ont atteint leur ligne limite, qui est sur des rivières, donc n'avancent plus. Et puis ils finissent, à un moment donné, ils ont quand même quelques patrouilles, et une des patrouilles finit par voir un cavalier avec un uniforme bizarre. Ils attendent les Russes. Je dis c'est les Russes. Un tatar. Ils attendent les Russes, ils ne sont pas loin. Il y a plein de journalistes qui sont là pour prendre la photo. La photo, non mais c'est ça. C'est ça. Whisky. C'est le début de la presse à spectacle. Tout le monde est réuni. Pendant toute la campagne. Et le 25 avril, cette jonction a lieu donc, au sud de Berlin, à peu près 250 km au sud de Berlin. Alors, il reste des trucs à nettoyer, donc les combats durent jusqu'au bout, comme le rappelait Cédric, parce qu'il y a des nœuds de résistance qui surgissent même à la toute fin, dans les endroits les plus inattendus, pour des raisons en général, une sorte de raisons locales. Il y a un chef fanatique qui arrive à entraîner une bande de jeunesse hitlérienne et qui est tombé sur un dépôt d'armes qui vient de l'usine du coin et qui décide de tenir. Et on est le 20 avril. Cette ferme-là est à nous. Et on tient un bled et pendant 5 jours, il faut y aller maison par maison pour le prendre, etc. C'était pas une des photos que tu avais d'ailleurs avec les combats urbains malgré tout On voit c'est des villes qui sont détruites. On voit une photo d'une ville, ça c'est une photo fin avril. C'est une petite cité en Allemagne, ça donne une idée de ce qu'il en reste après combat et bombardement. On a des soldats américains qui sont en train de circuler en bas. Et ce que l'on voit, c'est que la voie a à peine été nettoyée pour permettre le passage de tout petits véhicules. Et pour plagier le nom d'un film, Allemagne, allez, 0. Oui, c'est ça. 46. Mais en revanche, je reviens juste par rapport à la thèse que vous étayez dans le livre, concernant les motivations quand même de Eisenhower. C'est que sur cette décision de ne pas aller à Berlin, c'est un peu la manière pour Eisenhower d'exister in fine, et d'assumer son rôle de chef des armées alliées à l'Ouest. C'est-à-dire qu'il y a parce que, comme le disait Daniel, Eisenhower, il est un peu dans le compromis. On a vu que sur le débarquement en Normandie, il y a Montgomery qui est revenu et qui a retravaillé le premier plan, d'ailleurs avec bonheur pour le débarquement. Il y a pas mal de choses. En fait, on voit que justement Eisenhower se trompe un peu en pariant sur le centre, alors que finalement ça va plutôt se débloquer au nord. On voit qu'il est obligé de reculer face à De Gaulle, qu'il n'aime pas forcément, mais bon, parce qu'il y a des raisons politiques. Et alors non, mais là je redonne la parole, mais il y a cet aspect aussi tellement humain, alors que c'est ce que vous appelez vraiment émotionnel sur la fin de la guerre. Il fait aussi un acte d'autorité personnelle. Voilà. Et à ce stade de la campagne, il n'y a pas 36 décisions, de son niveau commandant suprême, il y a 36 décisions qui restent à prendre. Donc, il y a un aspect, c'est moi qui décide et je ne veux pas le savoir, Churchill va râler, je ne veux pas le savoir. C'est moi qui décide. Dans le choix du plan qu'on a présenté tout à l'heure en 3 étapes, c'est-à-dire commencer par nettoyer toute la rive gauche, qui est toujours le relais avec le front large, qui a toujours été la thèse de Eisenhower contre Montgomery et les Britanniques, qui était sur un front plus étroit en disant on n'a pas les moyens, une seule poussée, comme par hasard au nord, sous mon commandement. Dans sa thèse, il y avait l'analyse qui était de dire les Allemands, on va essayer de les détruire à l'ouest de la rive du Rhin. Et quelque part, au moment où il prend sa décision en mars, tout le monde reconnaît qu'il a eu raison là-dessus. Donc il a une confiance en lui nouvelle sur ses capacités stratégiques, sachant que jusque-là,
à un très haut niveau, les Britanniques l'ont toujours dénigré. Il ne faut pas oublier que quand Eisenhower est arrivé pour prendre le commandement désigné par Marshall en Afrique du Nord, il a reconnu benoîtement qu'il n'avait jamais vu un mort de sa vie, au combat en tout cas. Et c'est vrai que les Britanniques, enfin, quand il arrive, en plus lui il reconnaît ça à un Monty qui s'est saisi de cette anecdote pour l'en sortir même dans les années 60. Et donc il a voulu prendre une jeep pour qu'on l'amène voir un mort ennemi au combat. Voilà. Donc il avait des savoir-faire, donc il avait cette quête de légitimité qu'il a enfin atteinte. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est à la suite de ça, on ne va pas faire de psychologie de comptoir. Personne ne saura les raisons profondes. Tout ce qu'on peut dire, et on essaie de le démontrer dans le livre, et on a essayé de le démontrer maintenant aussi, c'est qu'il n'y a pas de raison objective et rationnelle. Donc, il faut aller chercher sur d'autres éléments. Après, chacun peut broder, peut projeter son propre tempérament, et voilà, on ne sera jamais. Mais les raisons objectives qui sont avancées après-guerre, et elles sont nombreuses, et quelque part, le fait qu'il y en ait de nombreuses, ça montre aussi qu'il n'y en a pas une qui tient, ne tiennent pas à la date à laquelle il a pris la décision. À la date à laquelle il prend Quand cette on décision fait l'enchaînement d'arrêter. Voilà. Il y a l'épuisement nerveux. Simpson, pardon, c'est Simpson. Il y a aussi la fatigue nerveuse. Oui, certainement. Ça fait quand même. Alors, si on reprend le début des opérations qui amènent à cette situation-là, janvier, février, mars, avril, intensément. Puis c'est pas arrêté. Mais 44. Oui, et 44 derrière. Non, mais j'entends bien. Toute cette préparation-là. Alors, je m'autorise juste ce petit dernier et si. Et si Eisenhower faisait l'inverse en disant, attends, objectivement, on est à combien ? 120 km de la chancellerie. 120 km de la chancellerie. 80, il y a un endroit. Les Russes sont un petit peu plus loin. Bon, il y a peut-être résistance et tout, mais on pourrait y arriver. Est-ce qu'il ressortirait, là pour le coup, concrètement, auréolé d'encore plus de gloire et donc de plus de poids pour la suite? Est-ce que ça valait le coup de le tenter, celui-là? Alors, la question reste posée en fait depuis l'époque parce qu'elle est parasitée par ce qu'on sait de la suite. C'est-à-dire qu'on sait le blocus de Berlin en 1948. Le pont aérien. Le pont aérien. On sait qu'Eisenhower devient président des États-Unis pendant 8 ans. Alors, c'est une période de prospérité aux États-Unis, c'est aussi une période de guerre froide. Et donc, en fait, cette question est posée. Il y a des livres entiers écrits dessus, en général par des auteurs américains, mais très parasités par la connaissance de ce qui suit. Parce que dans le scénario le plus probable, les Américains arriveraient-ils à Berlin pour mettre le drapeau? Ils en repartiraient assez vite pour laisser les Soviétiques dans leur... Enfin, ils garderaient leur zone, puisqu'ils avaient déjà des zones d'occupation dans Berlin. Berlin était partagé, c'était prévu dans le plan des 44. Il n'y avait pas réellement du coup d'intérêt, à part dire on y était les premiers, au final c'était... D'accord. Pour les Russes, ça avait sur leur... C'est pas certain qu'ils seraient arrivés les premiers, parce qu'il est... Bon, on ne sait pas quelle allait être la réaction des Allemands, mais la résistance allait être nécessairement plus importante. Puis, je t'interromps, mais non seulement la résistance, mais à partir du moment où les Américains décident d'aller vers Berlin et commencent à avancer, les Soviétiques vont le voir. Et non seulement la résistance des Américains, mais les Soviétiques peuvent aussi manœuvrer pour essayer de leur couper la route. Et c'est tout à fait possible parce que ils vont encercler comme ils le font. En fait, ils ont encerclé la ville par le sud déjà. C'est là où sont les Américains, ils sont aussi au sud. Alors tout ça est une série d'histoires contrefactuelles. Il y a moi un auteur qui est un auteur d'histoire militaire bien connu des amateurs du front russe, qui est Glantz, qui a essayé d'écrire un essai dessus. Et c'est des choses qui sont intéressantes pour l'exercice, mais très fragiles parce qu'il n'y a aucun fait. Donc c'est vraiment des hypothèses que l'auteur veut bien lancer dedans. Parce qu'au-delà de 3 jours, on ne peut pas dire on va pas plus que ça. Et ça aurait aussi influé, je pense, les Allemands, dans le sens où toute l'espérance politique des Allemands, donc à haut niveau, au niveau d'Hitler, c'est jusqu'au bout de se dire cette alliance contre nature entre les démocraties capitalistes de l'Ouest et l'Union soviétique ne peut pas tenir. Et notre chance, c'est un changement, à tel point que quand Roosevelt meurt, Hitler exulte en disant voilà, c'est le coup c'est la mort de l'empereur qui va changer l'alliance et sauver Frédéric le Grand à l'époque des guerres prussiennes. Il se raccroche à ces mythes-là. Et donc, c'est certain que de laisser Berlin aux Russes, c'est aussi renforcer cette alliance-là. On ne sait pas. Enfin, voilà, il y a un jeu de confiance. Il y a plein d'enjeux autres
voilà, qui rendent très difficile de savoir ce qui se serait passé. Donc la question de savoir est-ce qu'il aurait eu un regain de gloire, c'est pas certain qu'il aurait pris la ville. Et quelles auraient été les conséquences sur les Russes, sur les Allemands. Voilà, à la même époque, Churchill prépare déjà le réarmement de l'armée allemande avec les stocks pour préparer, enfin, ou un peu plus tard, mais c'est déjà dans les tuyaux pour préparer l'après. Voilà. Il y a des idées qui circulent du côté britannique. Donc, on se prépare déjà à la suite. Enfin, il y a des, toujours. On appellera guerre froide. Ils ne le savent pas encore. Bah non. Donc voilà ils ne le savent pas, mais Churchill de toute façon reste anticommuniste. Voilà pour Berlin, et voilà qui achève, in fine, et encore, l'histoire nous montre que ça ne s'arrêtera pas là, bien sûr, mais pour le cas de la campagne du Rhin, janvier à mai 1945, dont vous retrouvez finalement toutes les données que les auteurs nous ont racontées ici dans cette alinéa, dans cette Trick Track télé. Merci Guillaume, parce que du coup tu nous as ramené Daniel et Cédric qui nous ont permis d'éclairer vraiment, je pense, aussi bien en amont qu'en aval de cette grande campagne interalliée ENCO, avec une situation unique comme Cédric et Daniel nous l'ont bien expliqué. Merci Daniel. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Merci beaucoup Cédric. Daniel Feldman, Cédric Mas, la campagne du Rhin dans cette alinéa. J'espère que ça vous aura passionné autant, alors j'allais dire autant que nous, autant que moi, je vais déjà parler pour moi, puis on verra après pour la suite. C'est Germain qui nous accompagnait pour la réalisation avec toutes les petites incrustations que vous nous aviez amenées, toutes les petites illustrations, merci à lui. Et puis on va vous rendre l'antenne parce que, d'ailleurs, non, je ne vais pas poser la question, mais j'imagine qu'il y a des tas de jeux Wargame qui retracent un petit peu tout ça. Il y en a déjà au moins un là. Au moins un là. Il y en a au moins Beyond the Rhine. Et puis Race to the Rhine que tu nous avais présenté, sur une partie là, on est quand même Race to Berlin. Il y en a donc un petit paquet, on n'en dira pas plus, on vous rend l'antenne, on vous remercie d'être avec nous et à la prochaine fois, ce coup-ci maintenant on vous laisse, c'est à vous de jouer. C'est à vous de jouer. There's a land that I heard of once in a lullaby.